Bien, le quorum étant présent, même tout le monde étant présent ou présenté, je vous propose d'ouvrir cette séance de conseil municipal en vous informant, comme vous le constatez, que vous serez très officiellement et très légalement filmé et archivé pour une durée de quelques années. Je vais procéder à l'appel. Alors, Jean Renaud, je suis présent. Sophie. Présente. Jean-Luc. Présent. Philippe Naon, absent. Pouvoir Christophe Vincent. Valérie Maillard-Glimon, absente. Pouvoir Sophie Del Socorro. Lionel Garnier, absent. Pouvoir Martine Thirouez. Christophe Vincent. Présent. Marie-Claire Gallarano. Présente. Chaude Malonnet. Présent. Bernard Chevillon, absent. Pouvoir Jean-Luc Pouget. Jean-Claude Le Gall. Présent. Philippe Dinet. Présent. Claire Lacombe. Présent. Laurent Rebecquet. Présent. Véronique Flamand. Présent. Brigitte Huirou. Présente. Jacqueline Adjamou. Présente. Claudine Kessler. Présente. Anne de Rivet, absente. Pouvoir Marie-Claire Gallarano. Magali Richard. Présente. Guylaine Braque de la Ferrière. Présente. Joël Anse Conrad. Présent. Vincent Bedu. Présent. Éric Baude. Présent. Karen Nabette. Présente. Et Sénat Mousseau. Présente. Donc les effectifs sont au complet. Le secrétariat de séance sera assuré par Brigitte Huirou. Et je vais vous proposer d'aborder le conseil selon l'ordre du jour qui vous a été proposé, toutefois en vous proposant d'ajouter un point qui rentrera dans le chapitre ressources humaines et qui concerne la création d'un poste d'adjoint d'animation. Le premier point en question s'agit des astreintes hivernales. Sur ce chapitre des astreintes hivernales, je ne vais pas vous faire un long chapitre, puisque comme chaque année, nous allons mettre en place une astreinte au service technique qui sera destinée à intervenir en cas de conditions météorologiques défavorables sur la période du 15 novembre au 14 mars. Ces astreintes sont rémunérées au titre d'astreinte, les heures de sortie étant rémunérées par ailleurs, ces dispositions n'étant pas modifiées par rapport à l'année précédente. Y a-t-il des questions? Non, pas vraiment. Très bien. Alors, qui s'oppose à l'adoption de ces astreintes? Personne. Qui s'abstient? Personne. Il en est donc ainsi décidé. Le second point concernant les ressources humaines consiste à modifier une délibération au cours de laquelle nous avions constaté la modification du nombre d'adjoints. Cette modification nous avait conduit à redéfinir les règles d'indemnisation des adjoints et dans cette définition, nous avions évoqué un indice de la fonction publique comme référence, l'indice 1015. La préfecture nous a fait remarquer qu'il valait mieux ne pas indiquer l'indice de référence 1015, c'est-à-dire par son chiffre, sa définition, sa dénomination, mais de façon plus large et un petit peu plus anonyme, le qualifier d'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ce qui ne change rien tant qu'il n'y a pas de modification des indices de la fonction publique. Et puis quand il y aura une modification, ça ne changera pas grand-chose. Y a-t-il des questions? Non. Des objections? Alors, qui serait contre? Oui. C'est quoi, une question ou votez contre? Oui, non, une question. Allez-y. Une question. Si c'est expliquer un petit peu ces indices, bon, vous venez d'en parler un petit peu, mais enfin c'est quand même complexe. Pourquoi tout d'un coup le préfet, je sais que c'est un nouveau préfet, alors c'est lié à sa venue dans le Val-de-Marne, ou bien... Parce qu'on peut imaginer que dans l'hypothèse de changement des grilles de la fonction publique, ça permet de ne pas avoir à remodifier ces délibérations puisqu'elles sont calées sur l'indice le plus élevé
de cette catégorie. Pourquoi alors c'était pas fait avant ça? Parce que c'est... Vous savez, le monde de l'administration a ses obscurités que je ne connais pas, je ne sais pas vous le dire. Ça peut avoir un impact sur la commune Bah, aucun, ça ne change pas le niveau d'indemnisation des personnes concernées. Puisque aujourd'hui, l'indice, comme j'ai dit tout à l'heure, l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, c'est l'indice 1015 aujourd'hui. Alors, peut-être un jour, le statut des fonctionnaires évoluera-t-il. L'indice maximum sera-t-il plus 1015? Ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins. Moins, ça m'étonnerait, mais enfin bon. Mais pour le moment, rien ne change. Donc, monsieur le maire, pour être encore plus explicite dans votre propos, ça représente en fait combien d'euros alors cette indemnité? Ah ben là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Ça ne change pas l'indemnité existante. D'accord. Et qui est le combien? Ah ben tout dépend dans le budget. des personnes indemnisées et de... Ben, et c'est tout. Et des décisions qui sont votées. Non, c'est pas tout. Des décisions qui sont votées, que nous avons votées. Conseil municipal de mise en place des mandats. Mais le sujet n'étant pas là aujourd'hui, je ne l'aborderai pas davantage. Je vais donc vous poser la question, quelqu'un s'oppose-t-il à cette modification de vocabulaire? Non? Vous n'abstenez pas non plus? Si. Si, des abstentions? Rien. Enfin, abstention de vocabulaire pour un préfet, c'est pas une abstention de vocabulaire. Quand même. Je te laisse Le préfet intérieur, cette c'est pas opinion. une abstention de vocabulaire. C'est donc décidé. Alors le point numéro 3, je vous disais qu'il s'agissait de la création d'un poste d'adjoint d'animation. Les adjoints d'animation sont les personnels qui s'occupent des jeunes au Cap Jeunes, au centre de loisirs ou à la connexion jeunesse. En l'occurrence, nous avons eu des mouvements à effectuer dans la mesure où un de ces agents, qui s'appelait Damien, c'est ça? Dorian, pardon, et nous a quittés récemment. Dorian a été remplacé par Alexandre qui provenait du centre de loisirs et évidemment il nous faut remplacer Alexandre et pour le remplacer on doit créer un nouveau poste et un poste dont la catégorie corresponde à la personne que nous risquons d'engager. Donc il s'agit de la création d'un poste d'adjoint d'animation qui est le titre requis pour ces fonctions. Je rappelle quand même que les adjoints d'animation sont définis en nombre par l'importance des groupes qu'ils ont à encadrer et à animer. Et que pour cela, par exemple, un animateur ne doit pas avoir plus de 8 enfants le mercredi d'enfants de maternelle ou plus de 12 enfants d'élèves d'élémentaire. Ces règles sont des règles légales et nous les respectons. Pour votre information enfin sur ce sujet-là, le niveau d'accueil du centre de loisirs qui était de 65 enfants en moyenne l'année dernière et pour le moment de 80 enfants cette année qui justifie d'avoir la totalité de nos animateurs disponibles. Avez-vous des questions? Oui, pardon. Non mais juste une remarque, c'est pas une question. Je crois savoir que dans le cadre de la commission de petite enfance, il y a une réunion de prévue très bientôt pour justement parler des effectifs et nous mettre au courant de où on en est actuellement. Moi j'aurais souhaité que cette commission-là se fasse avant de passer à une création de poste de manière à ce qu'on puisse apprécier justement. Pour l'instant, on ne connaît pas les effectifs, vous venez de nous en informer effectivement, mais je fais juste remarquer que la commission se passera bien après, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. Ça n'est pas une commission de faire en sorte de nommer le personnel, ça dépend de la question n'est pas là. Le nombre de postes n'est pas affecté, on crée un poste pour avoir une case qui permet d'y loger quelqu'un qui a un certain niveau, mais quand a lieu cette réunion de commission? Le 12, je crois qu'elle est fixée. Ce n'est pas enfin là c'est juste une création de poste pour un remplacement donc d'un animateur. Après c'est vrai que
le nombre d'enfants inscrits actuellement, on sait qu'il y a des activités qui n'ont pas encore reprises. Donc en septembre, on sait qu'on en a beaucoup et en octobre, on en a beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'au niveau de la commission, ça ne change pas grand-chose. On aura à peu près le nombre. Et surtout sur cette création de poste, ça ne change rien du tout, puisque c'est un remplacement. Je veux bien, dans le principe, tout simplement, je dis, il aurait été bien que nous ayons les effectifs actuels par rapport à une éventuelle création de poste, parce que les postes répondent à des effectifs. Pour l'instant, Oui, Madame Sau, je vais vous répondre autrement, mais ça sera la même réponse, mais formulée différemment. Nous avons un certain volume d'effectifs aujourd'hui pour tenir ces postes. Dans ce volume d'effectifs, il nous manque une personne. Il faut donc qu'on en recrute une. Pour la recruter, il faut qu'on crée le poste correspondant à la définition que nous n'avons pas dans notre structure de poste actuelle. C'est uniquement ça que nous faisons ce soir. Indépendamment de cela, ça ne nous interdit pas de discuter du nombre de postes et non pas de leur occupation. Le contenu des postes ne concerne pas les élus, mais le nombre de postes, bien entendu, et ça, vous pourrez en discuter. Et là-dessus, pourquoi crée-t-on ce poste aujourd'hui? Non pas parce qu'on a vraiment besoin d'une unité de plus, mais on a vraiment besoin d'un remplaçant. Et ce remplaçant qui va nous arriver bientôt pour que le centre de loisirs fonctionne convenablement. Et le prochain conseil municipal n'est que vers la mi- ou la fin novembre. Donc on tient à créer le poste rapidement pour que cette personne puisse s'installer en toute légalité dans sa fonction. Non, mais je comprends parfaitement. Hein. C'est vraiment les principes, tout simplement. En début d'année, on a un certain volume d'effectifs. Il aurait été bien, effectivement, qu'on en soit informé dans le cadre de cette commission, de manière à ce qu'on puisse apprécier justement. Alors ça, vous aurez tout le loisir d'en débattre dans la réunion de la commission du 12. Si je peux me permettre, Dorian serait resté. Dorian, qui vient de partir, serait resté. Ça a changé quoi la discussion de maintenant? Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de discussion. C'est-à-dire que Dorian étant en place, on continuait sur une suite logique, alors que maintenant, donc, Dorian est parti. Donc voilà, c'est simplement à remplacer cette personne qui s'en va par une autre personne. Donc en l'occurrence, Bien, il y avait d'autres questions. Donc c'est pas une création, c'est un remplacement. Non, on crée le poste. Le poste C'est est une ouverture, une poste. dans le même temps, le poste dans lequel il y avait quelqu'un actuellement, Alexandre en l'occurrence, le poste existe toujours, il n'y a plus personne dedans. Ma question était simplement une précision sur l'indice. En fait, c'est un poste, c'est une création de poste identique au poste qu'occupait la personne qui est partie. C'est une fonction identique. C'est une fonction identique. D'autres questions? Alors, y a-t-il des objections à la création de ce poste? Non. Des abstentions? Non plus. Il en est donc ainsi décidé. Alors pour les postes, le deuxième chapitre qui concerne l'administration générale, les 4 premiers points ont trait au fonctionnement du SIAGE, donc je vais me décharger de la présentation de ces points-là auprès de monsieur l'adjoint chargé des travaux et représentant auprès du SIAGE. Donc les 4 points sont intimement liés, vous allez voir. Donc le premier point, c'est l'adhésion de la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine. Donc à savoir qu'en Seine-et-Marne, il y a un schéma départemental de coopération intercommunale. Et la communauté de communes des Guets de Lierre a été dissoute. Donc bien sûr, toutes les communes qui en faisaient partie ont été réparties dans 2 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Donc d'un côté, on a les communes de Brie, des Rivières et Château, et de l'autre côté, on a la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine. Et à ce titre, donc, la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine demande à être attachée au SIAGE pour surtout la compétence mise en œuvre du SAGE. Voilà. Donc ça, c'est depuis... il y a une date... 22 juin 2017. Voilà. Je déroule les points. Et après, voilà. on votera point par point.
Ensuite, donc l'adhésion de l'EPT Grand Paris Sud-Est Avenir au SAGE, C'est nous, au ça, en SIAGE. l'occurrence. Voilà. Donc, tous les établissements publics territoriaux du Grand Paris exercent de plein droit. Donc, donc, ils ont pris en lieu et place des communes certaines compétences, dont l'assainissement depuis le 1er janvier 2016, jour où justement il a été mis en place. Mais à ce titre, justement, ils doivent aussi adhérer au SIAGE. Donc c'est pour ça à compter du 1er janvier 2018, ils prennent leur adhésion auprès du SIAGE. Puisque de toute façon, il y a 2 EPT, le Grand Paris Sud-Est Avenir et l'EPT du Grand Orly Seine-Bièvre. Voilà pour le deuxième point. Troisième point, donc le retrait de la commune de Tigerie du SIAGE. Depuis 2012, juin 2012, donc il y a un contrat de bassin Seine parisienne amont qui a été instauré. Et la commune de Tigerie se situe à plus de 97% sur ce contrat de bassin. Et donc pour cette raison, ils demandent le retrait du SIAGE pour justement pouvoir adhérer à ce contrat de bassin, puisqu'il y a doublon par rapport à ces 2 contrats de bassin. Et le troisième point, c'est... Le quatrième point plutôt... C'est le changement des statuts. Oui, le changement des statuts. Donc, correspond à tout ce que tu viens de donc voilà, par rapport à tout ce qui a été dit, justement, tout cela était dans les statuts du SIAGE. Donc pour qu'au 1er janvier 2018, tout soit pris en compte. Donc aussi bien l'adhésion du Grand Paris Sud-Est Avenir, l'adhésion donc de Melun, du Melun-Seine, j'ai perdu le nom, Val-de-Seine, pardon. Voilà. Et en plus, le gouvernement donc demande de rattacher la compétence gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement des eaux usées. Actuellement, dans les statuts actuels du SIAGE, cette compétence est rattachée seulement à la compétence des eaux. Donc, voilà, donc il faut modifier légèrement le statut. Et de ce fait, le nombre de voix des délégués change, puisque les délégués à la compétence assainissement eaux usées avaient 2 voix et 3 voix au titre de la compétence gestion des eaux. Et donc, pour équilibrer, puisque maintenant on change, c'est la gestion pluviale qui est rattachée à l'assainissement eaux usées. Donc ils attribuent maintenant 4 voix aux délégués au titre de la compétence assainissement eaux usées et gestion des eaux pluviales et 1 voix à la compétence GEMAPI pour qu'il y ait justement toujours un équilibre au niveau de la compétence mise en œuvre du SAGE. Donc ça paraît un peu complexe, mais c'est pour retrouver un équilibre par rapport aux communes sur l'ensemble du syndicat. Le SIAGE est un syndicat très compliqué au niveau de la représentation. Avec plusieurs gestions différenciées. Ouais. Une forte attention des diverses majorités en place dans les communes à un équilibre de la représentation au niveau du SIAGE. Ouais. Bien, donc... Résumé un peu simple. Mais... Y a-t-il des questions sur les statuts d'une part, et puis ensuite on verra point par point les adhésions ou les retraits. Pas de questions sur les statuts? Si. Non, moi j'avais une question d'ordre général. En fait, à l'exposé de ce que nous venons d'entendre, c'est vrai que les choses paraissent assez complexes. Et forcément, nous n'avons pas cette connaissance que vous semblez avoir. Et à ce titre-là, j'aurais souhaité savoir comment, en fait, notre commune, comment vous-même, vous êtes dans cet environnement et quel est en fait votre rôle à vous, monsieur le maire, et également à monsieur Pouchon. Alors on va en dire un mot très rapidement, puisque le débat n'est pas celui de notre adhésion ou de notre retrait aujourd'hui, et que nous appartenons au SIAGE depuis 2002. C'est un choix qui a été fait par nos soins, mais qui avait été préparé par l'équipe précédente. Le SIAGE, c'est un syndicat qui regroupait des compétences qui se sont élargies depuis, il ne s'appelait pas le SIAGE,
en y ajoutant la compétence rivière, enfin la compétence sage à la précédente. C'est un syndicat qui prend en charge, en fait, et pour parler simplement, les anciens budgets d'assainissement des communes. Le budget d'assainissement était quelque chose de très difficile à gérer pour les petites communes, dans la mesure où l'assainissement, c'est des années où il y a des dépenses monumentales, d'autres où il n'y en a pas, mais il faut quand même financer tout ça. Donc l'opportunité a été trouvée d'entrer au SIAGE, on l'a fait en même temps que nos voisins marolais, en 2002, ce qui nous a valu d'ailleurs des travaux assez rapidement, en particulier au niveau de l'assainissement du chemin des vignes, et puis ensuite pour la reprise de l'assainissement du domaine. Donc nous sommes entrés au SIAGE, et le SIAGE, c'est un syndicat qui mutualise les dépenses, en fait, qui encaisse à la place du budget communal d'assainissement les redevances, qui les mutualise, qui sollicite des subventions et des financements, en particulier des agences de bassin, qui étaient assez généreuses autrefois, qu'ils sont nettement moins aujourd'hui, et qui, à partir de ça, établit un planning de travaux dans les communes. Alors, quel est notre rôle là-dedans? Chaque commune, chaque membre détient un certain nombre de représentants à l'intérieur du SIAGE, et ces représentants discutent chaque année le programme de travaux de la commune et des autres communes, de manière à avoir un programme équilibré et correspondant, si possible, à nos souhaits. Voilà à peu près ce que je peux en dire, si je veux résumer simplement. C'est le principe de la mutualisation. C'est plus clair, merci. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question sur l'exposé. On voit bien que, pour schématiser, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Oui. Comme toujours, ce que j'aurais aimé avoir, ce qu'on aimerait avoir, c'est un peu l'analyse critique et économique de ceux qui rentrent et qui sortent. C'est-à-dire celui qui sort, si on lui a refait tout son réseau à neuf, est-ce qu'il y a un ticket de sortie? Et ceux qui rentrent, s'ils rentrent avec un réseau qui est complètement pourri, usé, et qu'on leur met tout à neuf, et que dans un an ils ressortent, vous voyez, on voit bien qu'on a l'impression que les gens rentrent-sortent, mais quelle est l'analyse de... Alors il y a deux choses. Il y a des communes, il y a 18 communes qui adhèrent avec les deux compétences, aussi bien la compétence assainissement que la compétence rivière, pour faire simple. Ensuite, on a un nombre multiple de communes qui adhèrent juste pour la compétence rivière. Ça remonte en gros, allez, on va dire jusqu'à Provins, pour faire simple. Les communes historiques, les 18 communes historiques, elles, adhèrent sur la compétence assainissement et restent. Les communes qui, elles, rentrent ou sortent, entre guillemets, c'est juste sur la compétence rivière. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour... On leur donne des conseils ou par rapport à l'entretien, des choses comme ça, mais il n'y a pas de conséquences de gros travaux d'ouverture de voirie pour l'assainissement. Eux ne font pas partie de cette compétence. Voilà. En fait, il n'y a qu'une dimension conseil dans les... Voilà, après c'est vraiment une conseil ou aide ponctuelle, mais voilà, mais il n'y a pas de... C'est pas... on ne peut pas mesurer exactement la même chose, aussi bien les travaux d'assainissement qui coûtent très très cher suivant certaines communes. Ce qui se passe actuellement, c'est que les communes qui entrent, elles n'entrent plus pour la compétence assainissement. Ouais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous, quand on y est rentré, on a fait un bilan de notre... Enfin, le SIAGE a fait un bilan de notre situation assainissement, et à partir de ce bilan de la situation, les fonds dont on disposait dans notre budget d'assainissement, qui reviennent tout naturellement avec le programme de travaux, en fonction de ce bilan, le SIAGE décide collectivement, puisque la négociation qui se fait avec les communes doit être approuvée ensuite, d'une part au niveau du conseil du SIAGE, et d'autre part doit être admise par chacun des autres partenaires du syndicat. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on décide ou pas, jusqu'en général, on ne refuse pas l'adhésion d'une autre commune, et c'est ce qu'on fait quand on décide. Quand il s'agit de l'adhésion à la partie sage, c'est-à-dire la partie eau, rivière, c'est une compétence qui n'est pas coûteuse. Ça ne veut pas dire qu'elle ne coûte rien, mais enfin, elle n'est pas coûteuse. Par contre, quand il s'agit d'une compétence assainissement, évidemment, le bilan se fait. Et bon, nous, on a bénéficié d'une prime d'entrée, mais on n'a pas tous les ans le même volume de travaux. Et sur longue période, tout ceci se régularise, s'équilibre. C'est un peu des sujets d'actualité, on voit bien sur l'Europe, c'est un peu ça. Oui, c'est tout ce qui est mutualisation, oui. Ça se trouve à d'autres niveaux. Oui,
Mais alors, pour Melun, est-ce qu'il y a un impact financier? Parce que là, c'est pas rivière, c'est assainissement. Non, eux, c'est que rivière. C'est que rivière. Ouais. Alors, c'est ça ou le siège alors? Eux, c'est le sage. D'accord. En fait, c'était parce que les bassins, au niveau du bassin versant, c'était pour éviter Voilà. que nous ayons des pollutions en aval. Donc, on a En travaillé amont, en... Oui, Oui. ça vient de Ouais. l'amont. Que ça venait, et donc on a traité Nous, on est l'amont. en aval. Ben, c'est ça, on a traité l'amont pour que l'aval ne subisse pas les pollutions et autres. Le mauvais siège, traitements. pour faire C'est ça, simple, le siège part de Brunois hier et remonte, on va dire, la vallée de l'Yerre avec les différents cours d'eau qu'il peuvent y avoir. Et chaque commune qui se trouve sur le passage adhère généralement à la compétence rivière. Oui, mais c'est quasi obligatoire. Hein. Alors il y a certaines communes qui n'en font pas partie encore, Ouais. mais Meilleur. peut-être à court ou moyen terme, ils viendront. Bien. Oui. Au sujet de l'adhésion de GPSEA au SIAGE, je lis là dans la notice explicative que l'adhésion concerne en fait les anciennes communes membres de la communauté des communes du plateau Briard. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est uniquement nos communes du plateau Briard qui sont concernées par cette adhésion, cette demande d'adhésion à ce qui me surprend un petit peu? Pourquoi va-t-il demander tout d'un coup d'entrer au SIAGE par le biais de nos communes? Et est-ce que c'est pas une forme de transfert? C'est oui et non. C'est une forme de transfert dans la mesure où la compétence assainissement est devenue une compétence territoriale. Donc à ce titre-là, c'est plus à nous de l'exercer que au territoire. Mais GPSEA, pour cette compétence-là, comme ça a été le cas pour la compétence ordures ménagères dont on a déjà parlé dans la même configuration, GPSEA adhère au syndicat, mais adhère en tant qu'établissement public territorial. Ce n'est pas pour autant qu'une commune comme Bonneuil, par exemple, qui n'est pas adhérente du SIAGE, ou Alfortville, ou n'importe qui d'autre, y adhérera. Nous sommes les seuls à bénéficier du service du SIAGE et nous sommes les seuls à payer des redevances au SIAGE, même si aujourd'hui ces redevances sont payées à travers GPSEA. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au niveau financier et au niveau des impôts. Jusqu'à présent, nous payons tous une redevance SIAGE. Cette redevance SIAGE a disparu, vous avez oublié de la percevoir l'année dernière. Elle va être perçue à nouveau cette année, mais nous ne la paierons pas au SIAGE, nous la paierons à GPSEA qui la reversera au SIAGE. Mais par exemple, les représentants de toutes les communes, Jean-Luc, qui est un des représentants de Centeny au SIAGE, devient un des représentants de GPSEA au SIAGE. C'est en fait par rapport au transfert que nous avons eu précédemment pour le conservatoire, pour l'ancien presbytère et tout ça, là c'est une demande, c'est à l'envers si je puis dire. Là c'est le territoire qui demande à entrer au SIAGE, donc sur le fond des choses, un transfert pour finir. En matière de syndicats, là on s'éloigne un peu de la question, mais il n'est pas inutile d'en parler. En matière de syndicats, la loi NOTRe avait dans l'esprit de faire disparaître les syndicats ou du moins d'en réduire considérablement le nôtre, et donc encourager un regroupement de ces syndicats. Nous avons, les uns ou les autres, adopté des positions plus ou moins différentes, mais à GPSEA, on a adopté une position qui consistait à dire on a jusqu'à 2020 pour essayer d'organiser un petit peu cette structure, essayons d'éviter de casser ce qui marche bien. Or, les syndicats, du moins le SIAGE, du moins le CIVOM, sont des choses qui marchent bien. Donc, vis-à-vis de GPSEA, dans la négociation, j'en parle puisque ça concernait la communauté de communes du plateau Briard auparavant et la négociation avec SIAGE et CIVOM, et GPSEA, nous avons choisi de garder la même formule, et GPSEA a accepté et admis de déléguer pour nos communes la compétence qui est devenue la sienne aux syndicats existants. Ceci changera peut-être un jour, mais pour le moment, ça maintient la situation hantée. Et comme... oui, enfin non, là, je ne vais pas parler davantage, c'est pas la peine. Bien. Nous ne parlons pour le moment que des statuts qui s'opposent à la modification des statuts du SIAGE. Personne qui s'abstient.
6 abstentions. Donc, cette modification est adoptée. Et maintenant, pour en revenir plus précisément à chacune des communes concernées, quelqu'un s'oppose-t-il à l'adhésion de Melun-Val-de-Seine? Abstention. Bien, Melun-Val-de-Seine est accueilli à bras ouverts. Bras ouverts. L'adhésion de GPSEA, quelqu'un s'y oppose-t-il? Quelqu'un s'abstient-il? Le retrait de Tigerie, quelqu'un s'oppose-t-il? Non. Quelqu'un s'abstient-il? Bien, nous en avons ainsi terminé concernant les statuts du siège. Alors, le point suivant a trait à la signature d'une convention sur les services partagés avec GPSEA. Cette convention concerne les choses suivantes. Un certain nombre de transferts d'équipements publics a été décidé de la commune vers GPSEA, en particulier le conservatoire, le transfert des bâtiments et le fonctionnement. Dans le cadre de ces transferts, ça veut dire que c'est le GPSEA qui prend en charge intégralement le fonctionnement et les investissements éventuels de l'organe sportif ou culturel transféré. Mais il se trouve que certains de ces transferts ont une utilisation mixte ou font l'objet de travaux, en particulier d'entretien, qui ont continué à être effectués par la commune. C'est le cas, par exemple, au niveau du conservatoire, du nettoyage, parce qu'il est inclus, le conservatoire, le bâtiment est inclus dans le programme de nettoyage de la commune. C'est le cas aussi de certaines subventions qui ont été votées et versées par la commune préalablement à la décision de transfert. Donc pour tout ceci et permettre à chacun de prendre en charge les dépenses qui lui reviennent et de récupérer celles qu'il a avancées, en clair, pour transférer certaines dépenses à GPSEA, par exemple se faire payer les femmes de ménage qui nettoient le conservatoire, ou les instruments de musique que le conservatoire achète, nous sommes amenés à signer une convention de service partagée avec GPSEA. C'est ce que je vous propose. Avez-vous des questions? Non? Bien. Alors, qui s'oppose à la signature de cette convention? S'il vous plaît, c'est une question. Du coup, je pense que je n'ai pas bien compris le fonctionnement entre ces frais partagés. Parce que si par exemple ils prennent en charge l'investissement, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est nous qui avançons et on se fait rembourser? Parce que dans une précédente déclaration, on avait dit que c'était eux qui prenaient en charge. Et là, finalement, c'est nous qui payons. Et on non, il s'agit de certains services et pas de l'investissement en particulier. Certains services, je parlais du ménage parce que c'est le plus évident. Le ménage du conservatoire se fait en même temps que le ménage d'autres locaux communaux. GPSEA ne va pas envoyer ici une équipe de 2 femmes de ménage de temps en temps pour nettoyer le conservatoire. C'est nous qui le faisons pour eux et qui leur facturons la prestation. La convention concerne cela. C'est pareil pour le chauffage du presbytère. Et même pour le chauffage du conservatoire, parce que je crois bien qu'il est chauffé sur la même chaudière que la mairie. Mais pourquoi ils ne prennent pas directement en charge Parce que la chaudière sert à tout le monde. Parce que s'ils prenaient directement en charge, c'est nous qui devrions rembourser à GPSEA le chauffage de la mairie ou les femmes de ménage de la salle du conseil. Ah oui, c'est des services partagés pour nous alors. Oui, absolument. Enfin, pour nous et pour eux. Pour eux, bon, d'accord. D'autres questions? Non. Alors, qui s'oppose à cette convention de services partagés? Qui s'abstient? Oui, contre. Pour le groupe.
Alors le point suivant concerne l'autorisation de signature de l'engagement du marché public concernant la rénovation thermique de l'espace Montanglo. Donc vous savez qu'une procédure d'appel d'offres a été lancée pour la réalisation des travaux de rénovation technique de l'espace Montanglo. C'est un marché en 3 lots dont la définition a évolué quelque peu avant le lancement de ce marché public, qui n'était pas vraiment nécessaire d'ailleurs, il s'agit d'un MAPA. Il y a 3 lots. Un lot concerne les façades, les abords, les eaux pluviales et les menuiseries. Un lot plomberie chauffage, qui est le lot principal, et un lot couverture, qui est aussi un lot principal, à vrai dire. Un certain nombre de propositions est arrivé, pas tellement finalement, et il a été examiné ces candidatures et retenu les propositions pour le lot numéro 1 de la société LET pour un montant de 283 354,40 € hors taxe. Pour la plomberie et la ventilation, le lot numéro 2, l'entreprise PECC pour un montant de 113 484,57 €. Et pour le lot 3, la couverture, la société Rénovétanche pour un montant de 206 983,95 € hors taxe. Ce qui représente un total de 603 822,92 € hors taxe. Je vais m'arrêter là pour le moment. Y a-t-il des questions? Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. Il y a eu une commission d'appel d'offres à laquelle je n'ai pas été convié, pas informé. Que ce soit le 5, le 12, et ensuite commission finance le 23. Donc j'ai pas été convié pour le 5, le 12, et à la commission finance du 23, au moment où on en a parlé, j'étais même pas au courant qu'il y avait une commission d'appel d'offres. On aurait pu au moins me le faire remarquer le 5 au soir, le 12 au soir, et même le 23, de me dire, Monsieur Baud, vous étiez absent, je suis en période du 5, vous étiez absent au 12, c'est quand même 725 000 €, et je l'ai appris par les convocations. Oui, TTC, mais bon, on récupère la TVA, donc c'est quand même pas neutre. Et donc, si vous voulez, j'étais pas, et j'avais un suppléant, et en plus j'étais là. Alors, donc, moi, je remets en cause ces commissions d'appel d'offres. En plus, vous le savez, je suis toujours présent ou excusé, rarement excusé, mais je ne suis pas présent. Et je ne comprends pas pourquoi le 5 au soir, on aurait dû me faire un mail, m'appeler, me dire, Monsieur Baud, vous n'étiez pas présent le 5, dépêchez-vous de venir le 12 pour la décision. Et le 12 au soir, vous pouvez me le faire remarquer. Que s'est-il passé? Et le 23 également en commission finance, on était entre nous. Donc entre nous, même Monsieur le maire, Monsieur Naron, vous pouvez me dire, Monsieur Baud, qu'est-ce que vous faisiez le 5 et le 12? La seule chose que je peux vous répondre, enfin les deux seules choses. La première, c'est qu'effectivement, je suis au courant de cette affaire, puisqu'on en a parlé en commission finance, et il y a eu suffisamment d'échanges de mails sur le sujet. Non, Monsieur le maire, on n'en a pas parlé en commission finance, parce que je n'étais pas au courant en commission finance qu'il y avait eu ces deux réunions, le 5 et le 12. Je l'ai appris par l'email de Florence pour la convocation pour le... Oui, pour la commission finance. Oui. Vous avez été invité par un courrier qui a dû être déposé en boîte à lettres, comme tous les autres, aux alentours du 10 juin. Vous nous avez fait savoir par un courrier que vous avez envoyé le 11 juin que vous déménagiez le 18. Donc en toute logique, vous auriez dû recevoir le courrier. Non, c'était pas un courrier, c'était un email, le 11 c'était 10, où je vous épare que le 10, j'avais déménagé. Reprenez mon email. Nous avons reçu un courrier papier, je précise. Mais ce ne sont pas les éléments que j'ai. Sur cette convocation. Et d'autre part, il est vrai que ce marché, nous avons fait un appel d'offres parce qu'on espérait un petit peu plus de réponses, ce qui aurait peut-être provoqué un petit peu plus de bataille entre les entreprises, il n'y en a pas eu suffisamment. Nous aurions pu nous satisfaire d'un simple MAPA qui ne nécessite pas de... C'est un MAPA. C'est un MAPA. Oui, mais au niveau de la convocation, on pouvait se dispenser de la convocation d'une commission d'appel d'offres. Oui, nous l'avons fait
vous avez fait une commission d'appel d'offres, donc je fais partie de la commission d'appel d'offres, on a prévu des suppléants, il n'y a pas eu d'information ni de transparence. Et le 5, vous nous empêchez d'envoyer un mail, Monsieur Baud, vous n'étiez pas là, on en parle. On ne le fait pas, ça. Ça, on n'envoie jamais à personne que vous n'étiez pas là et pourquoi vous n'étiez pas là. Entre commission, C'est un vous êtes là le 12 et le 23 d'en parler, le 23 on était entre nous, de me faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pas volonté de transparence, c'est un marché à 725 Non, euros. il y a eu une convocation déposée dans ta boîte aux lettres Mois le 10 juin. Mois de juin. C'est la parité qui a déposé. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. La précédente, au mois de mai, sous un appel d'offres où il y a eu un vrai appel d'offres, là, c'est comme par hasard, j'étais par email, j'ai tout reçu par email. Et là, sur ce marché-là, je n'ai absolument rien reçu. C'est un vraiment courrier étonnant. déposé dans ta boîte. Ah non, mais trouvez-le. Bon, Je n'ai pas reçu. en tout état de cause, le mail de déménagement, je l'ai dans la main. Il dit la chose suivante: le dimanche 18 juin prochain, je déménage dans ma nouvelle maison. Je passerai sur l'adresse, bien sûr. Le déménageur avec cette date. Bien. Et la convocation a été déposée entre le 13 et le 15 dans ta boîte à lettres. Et ici, bien sûr. Oui. Et j'ai un courrier suivi, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, Voilà. Elle a été déposée, c'est pas le service de la poste. Hein. Elle a été déposée, donc c'est. j'ai le suivi également avec le. Alors, en fait, le marché, ben, c'est un MAPA, puisque c'est autorisé jusqu'à 5 millions, un peu plus de 5 millions, 5 225 000 euros. C'est un MAPA, c'est là-dessus que je vous demande de vous prononcer, puisque c'est un MAPA de... C'est hors taxe ou Non, mais on peut c'est quand ça même ajouter qu'on t'a convoqué pour un appel d'offres et tu es venu. Là, c'est un MAPA, on t'a aussi invité. Tu n'as pas eu la lettre, on ne sait pas pourquoi, mais je vois pas pourquoi on ne t'aurait pas invité à cette réunion alors qu'on t'invite sur les autres. Enfin, il n'y a pas de raison majeure de ne pas t'inviter. Il n'y a pas eu volonté d'inviter l'opposition, tout simplement. C'est une interprétation, ce n'est pas l'explication. Jusqu'à présent, ça c'est... Non, c'est pas une interprétation. Si, c'est ton interprétation, ce n'est pas l'explication que je te fournis. Ou que je fournis à Il n'y a pas eu, non, à l'opposition. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une lettre au préfet pour l'informer, je lui ai décrit toute la procédure. Donc c'est fait, dont acte, laissons le préfet répondre. Vous organisez une commission pour qu'on participe à un débat, il faut organiser ce débat et s'assurer que, sinon vous n'organisez pas de commission, monsieur le maire. On ne peut pas deviner pourquoi tu n'es pas là. C'est difficile d'imaginer pourquoi tu n'es pas là. Je suis toujours là, présent ou excusé. Donc je pouvais très bien être là ou être représenté par un suppléant, on l'avait prévu. Alors, ça, savoir qu'on nous, pratique d'habiter quelque part et de gérer une autre commune. Nous, on convoque le titulaire. Nous, on convoque le titulaire. Après, s'il n'est pas présent, à lui de voir avec son suppléant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne convoque pas le suppléant. Et pour le conseil municipal, nous recevons tout par email. Ça marche très bien. Donc, continuons comme ça. Donc, il n'y a pas eu de volonté de transparence sur cet appel d'offres. C'est un point de vue. C'est un point de vue, tu l'as exprimé, il a été enregistré. Je prétends le contraire, je l'ai dit, ça a été enregistré. Et maintenant, je vous propose de vous exprimer sur l'adoption d'un MAPA de 724 587 euros et 80 centimes pour pouvoir rénover l'espace Montanglo et bénéficier, on en parlera plus tard, des subventions prévues à cet égard. Oui, monsieur le maire, j'ai une question. Au préalable, je dois dire que, bien évidemment, c'est tout le groupe EPS qui s'associe à cette impression assez désagréable qu'effectivement, on souhaite écarter le groupe d'opposition de la marche des affaires de la commune. Cela étant dit, je vous avais posé une question le 23 janvier dernier sur, justement, Montanglo. Le 23 janvier dernier, c'était en conseil municipal, vous faisiez état d'un montant de travaux de l'ordre de 487 000 euros TTC et je vous avais demandé à cette occasion quelle était la valeur du bâtiment compte tenu des sommes en jeu. Aujourd'hui, ce n'est plus 487 000 euros, mais 624 000 TTC dont il s'agit. Et je vous repose la même question, quelle est la valeur de ce bâtiment ? C'est un bâtiment qui a plus de 30 ans, vous l'aviez dit, il a été construit en 1984. Et lorsqu'il s'agit en fait de sommes de cette importance, on peut se poser la question de savoir
s'il y a une réelle opportunité à faire ces travaux de rénovation ou s'il n'y a pas d'autres solutions. Et je mets en fait à cette occasion en balance le fait que non seulement il y a des travaux sur Montanglo, mais qu'il y a également la création d'une salle multi-activité et que, somme toute, est-ce qu'il y a eu aujourd'hui une étude qui aurait pour objet de comparer en fait les avantages et les inconvénients de deux constructions, l'une rénovation, l'autre construction ex nihilo, et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre approche peut-être moins coûteuse? Alors, une réflexion, oui. Une étude destruction-reconstruction Montanglo, non. Parce que le bâtiment est un bâtiment solide, au moins au niveau du gros œuvre, même s'il n'est pas pratique au niveau de la conception, tout à fait ce qui est. Et parce qu'on a besoin de salles, et que pour réaliser l'autre salle, il faut un financement, enfin il faut une étude, un financement et un délai de réalisation. L'autre salle ne sera sans doute pas sortie de terre avant, allez, on dira fin 2019, au mieux. C'est la raison pour laquelle on a souhaité conserver Montanglo. Montanglo, que depuis longtemps, on essaye de transformer en réfléchissant à la façon la moins stupide de le transformer pour en améliorer la praticité, l'économie, parce que c'est un gouffre à chaleur actuellement, et l'utilisation par un nombre d'associations qui sont nombreuses et qui nécessitent pas mal de locaux. Une fois que nous aurons une salle supplémentaire, s'il y avait, mais il n'y en aura pas avant un certain temps, on dira, et même un temps certain, des questions à se poser sur l'avenir de Montanglo, une fois qu'il y aura une autre salle, on pourra peut-être plus facilement se poser la question du remplacement de Montanglo par une salle plus fonctionnelle. On ne sait rien. Pour le moment, ça ne me paraît pas très souhaitable et j'aime mieux faire face à 700 000 € de dépenses à venir qu'à 1,5 million, sans oublier la démolition, et disons à 2 millions de démolition en construction. Si vous le permettez, j'insiste, mais peut-être avec lourdeur, mais en fait vous avez une façon de découper en tranches l'éléphant qui fait que on a découper quoi? Découper en tranches l'éléphant, c'est l'éléphant, qui fait que en fait on ne voit qu'une partie du problème. J'entends bien qu'il y a un problème de salle, mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné avoir plutôt une vision globale, quitte à être un peu à l'étroit pendant un certain nombre de mois, voire d'années, mais ne pas faire des opérations qui sont des opérations à tiroir et qui, in fine, ne deviennent plus aussi intéressants parce qu'il y a eu la construction d'un autre site. Et je trouve cette façon de raisonner un petit peu coûteuse. C'est la sagesse qui parle dans ces mots, c'est pas la réalité. Il y a très longtemps qu'il n'y a plus assez de salles. Le projet d'une salle supplémentaire, c'est pas une découverte. C'est une réflexion qui a déjà dû être affichée, je pense que j'ai dû en parler dans un certain nombre de cercles, il y a plus de 10 ans. Elle ne s'est pas faite. Pourquoi ne s'est-elle pas faite? Parce que d'autres choses se sont faites à la place. Parce que les capacités d'investissement de la commune, nous avons souhaité les contraindre, les contenir plus exactement, mais pour les contenir, il fallait les contraindre, dans un certain volume, et dans un volume d'endettement convenable. Mais en fait, la vision globale, elle existe. Si je les retrouvais, je sortirais des plans de prospective que nous avons commencé à faire, c'est moi qui ai lancé le processus en 2002, qui couvraient 10 années et qui se mettent à jour tous les ans, dans lesquels on voit une salle associative, dans lesquels on voit la salle omnisport, dans lesquels on voit la rénovation de la toiture de l'église qui n'est pas encore faite. Bref, cette vision globale, elle existe. Par contre, il est vrai que le fleuve ne coule pas tranquillement. Il y a des tourbillons. Par exemple de tourbillon, l'église, on l'a reportée parce qu'il ne pleut pas dedans, mais il faut quand même la refaire. Mais aujourd'hui, le montant pour refaire l'église, qui était de 400 000 € quand on a fait le premier chiffrage, il est de 750 aujourd'hui. Donc les choses évoluent. Autre exemple, pour faire un pôle jeunesse, on a acheté du foncier, on est en train d'acheter du foncier. Mais le foncier a été mis à la disposition de la métropole pour son projet, imaginons,
Bon, mis à la disposition de la métropole, ça veut dire qu'on va récupérer l'argent du foncier, ou le foncier si le projet ne se fait pas. Mais à l'argent, en tous les cas, le pôle jeunesse, il ne sera pas là dans un court délai. Par conséquent, il faut qu'on le fasse ailleurs. C'est ça les tourbillons. Moi j'appelle ça des opérations tiroirs, mais... Oui, c'est vrai que c'est ça aussi. Monsieur Pep, Oui. je voulais intervenir simplement parce que vous parlez de démolir Montanglo, mais est-ce qu'il est plutôt envisageable de faire un étage plutôt que de... Non. Alors ça, je vous réponds parce que la question, on l'a déjà vue. Je vais vous dire très clairement... On a vu l'architecte d'origine, celui qui l'a construit. Mais pourquoi? Parce que les fondations ne sont pas faites pour mettre un étage. Si on met un étage, il s'enfonce. La seule façon de modifier Montanglo, c'est de construire une tranche de plus là, le long, oui, c'est là, le long des salles. C'est la seule façon. Il y en a une autre qu'on va utiliser, mais qui existe déjà, c'est de valoriser le sous-sol. Mais le sous-sol, il existe déjà. Dans les travaux qui figurent là, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont plus coûteux que ce qui a été inscrit au budget, il y a une valorisation du sous-sol par un dégagement des terres autour de ce sous-sol. Mais ça va fournir le plus grand volume possible utilisable de Montanglo jusqu'à présent. On ne peut pas surélever. Puis-je poser la question de savoir si vous m'autorisez à signer le marché? Pas d'autres questions? Alors, qui s'oppose à la signature du marché? Sans surprise, 6. Qui s'abstient? Merci, c'est donc ainsi décidé. Alors, sur un autre sujet, Lionel n'est pas là. Tu veux prendre les classes numériques, Martine, histoire de me laisser boire un coup? Un coup d'eau, je précise. Oui, donc l'année dernière, nous avions vu avec les 2 directrices d'école, l'inspecteur départemental, le ministère de l'Éducation nationale, enfin tout le monde, les parents d'élèves, pour pouvoir doter les classes d'élémentaire toutes en appareil numérique, que ce soit vidéoprojecteur, tablette, puisqu'on a acheté 2 classes mobiles et ordinateur pour les enseignants. Là-dessus, nous avons donc rempli un contrat pour le ministère et on avait la possibilité de récupérer 8 000 € sur les 2 classes mobiles qui ont été achetées. Subvention du rectorat? Oui, du ministère, oui. Du ministère, pardon. Des questions? Voilà. On en a déjà parlé, je crois que... Je me réjouis de voir que effectivement la commune supporte ce type d'initiative. Il est temps que nos enfants se mettent au numérique. Donc, soutien à 100% ce type d'investissement pour la petite enfance et l'enfance. Pas d'autres questions? Qui s'oppose à cette demande? Non. Qui s'abstient? Personne. C'est donc acquis. Alors, on va parler finances maintenant. Alors, le premier point concerne l'aide apportée par la commune à l'installation d'un cabinet médical. Je ne vais pas revenir sur l'historique du sujet. Je me contenterai de vous dire que nous avons décidé de faire tout notre possible pour permettre à des médecins généralistes de s'installer dans la commune. Et tout notre possible, ça signifie quoi? Ça signifie, après moult tractations, causées pour des raisons diverses, ça consiste d'une part ça consiste essentiellement à assurer l'accessibilité de leur cabinet d'une façon différente de l'accessibilité naturelle contestée par les voisins. L'accessibilité donc qui sera réalisée, c'est une accessibilité directe par l'avenue du Relais, qui comporte d'une part des travaux de stationnement le long de l'avenue du Relais, c'est des espaces de parking public qui peuvent servir à tous, mais de préférence au cabinet médical, et un cheminement interne à la propriété des médecins pour rejoindre
leur bâtiment, sachant que les travaux internes au bâtiment sont leur affaire. Pour ce faire, les travaux de parking sont financés sur le budget communal, j'en parlerai après. En revanche, les travaux sur la propriété personnelle de ces médecins ne peuvent pas être effectués par la commune. En conséquence, nous proposons de leur verser une subvention qui correspond grossièrement au montant de ces travaux, c'est-à-dire à 35 778 €. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, j'ai quelques questions sur effectivement le mode opératoire en termes de subvention. Préalablement, et sans être trop lourd non plus, je rappellerai que le groupe EPS est tout à fait favorable à la venue et à l'installation d'un cabinet médical sur la commune. Néanmoins, nous sommes contre son implantation dans un domaine qui est un domaine résidentiel. Et cet aparté étant fait, la question que l'on peut se poser, c'est comment le dossier a-t-il été monté en termes de contractualisation entre les deux parties, à savoir une commune qui donne une subvention et des médecins qui la reçoivent. Est-ce que c'est un pur don d'une admirable générosité ou est-ce qu'à ce don, à cette subvention, il y a des contreparties auxquelles les médecins s'engagent? Je veux dire des contreparties en termes d'application d'un tarif raisonnable, des contreparties en termes de pratique de la médecine qui correspondent bien en fait à la typologie des habitants, c'est-à-dire des personnes âgées qui auront besoin nécessairement de la visite d'un médecin et non pas d'aller consulter au cabinet. Est-ce que tout ceci a fait l'objet d'un cahier des charges, d'une contractualisation qui sera opposable? La réponse est non, dans la mesure où la médecine est une profession libérale. Qu'il y ait une convention d'attribution de la subvention, ça paraît tout à fait légitime, effectivement, qui peut peut-être imposer un certain nombre de choses, mais pas tout. Sachant que nous avons déjà fait beaucoup d'efforts pour obtenir cette subvention. Le médecin, c'est un produit volatile, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à aller voir nos collègues des communes voisines. Moi, j'ai en tête le serment d'Hippocrate, et je crois que dans le serment d'Hippocrate, il y a certaines valeurs que l'on peut essayer de faire respecter. Oui, le serment d'Hippocrate, il a trait à l'accomplissement des soins. Les subventions, elles ont trait à une installation matérielle. Mais tous les médecins ne sont pas animés simplement par l'idée, effectivement, de faire des honoraires. Et on peut demander à des médecins, effectivement, de se préoccuper du sort d'une population qui est une population qui avance en âge et qui aura besoin, en fait, de services médicaux qui seront notamment des visites à domicile. Je pense, Joël, que tu vis dans le monde des bisounours aujourd'hui. Aujourd'hui, trouver des médecins, ça relève de l'exploit. Et tu le sais très bien, Joël. Ça a été un combat pour les trouver, pour les faire venir et pour les garder. Pour les empêcher de repartir, c'est ce que ils j'allais vont dire. rencontrer leurs voisins. Vu les difficultés et les obstacles qui leur ont été mis sur leur chemin, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chances qu'ils soient restés jusqu'au bout. Et si on les avait perdus, ces médecins, et on n'est pas encore au bout du bout, si on les avait perdus, on serait en train de pleurer, et nos anciens, dont tu évoques aujourd'hui les difficultés, auraient encore plus de difficultés. Donc je suis très, très étonnée de ce que tu dis. Aujourd'hui, on doit simplement se réjouir que 3 jeunes médecins veuillent s'installer sur Sampigny dans la durée, parce que c'est pas tout de s'installer, c'est de s'installer dans la durée. C'est pas de rester 6 mois et de repartir. Et de s'installer dans la durée, ils ont aujourd'hui un peu plus de 30 ans, c'est pour le coup, et je pense que on peut parler de la contractualisation, celle-ci me semble importante, s'installer dans la durée. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, tu t'étonnes effectivement de ce cadeau, eh bien, il faut le savoir. Les médecins aujourd'hui, ils ont fait un choix. À s'installer sur Sampigny, ils ont aussi fait le choix de la maison, et ça, c'est pas nous qui avons choisi pour eux. On est quand même dans une démocratie où les gens ont encore le droit de s'installer où ils veulent, heureusement d'ailleurs,
et pas dépendre de 2 ou 3 personnes. Et il y a un moment où il faut simplement, je crois, se réjouir plutôt que de trouver des difficultés supplémentaires pour les empêcher de travailler. Moi, je ne sais pas, Joël, si tu es au quotidien dans les rues de Sampigny, si tu discutes avec les gens, au quotidien, ils demandent mais quand est-ce que ça ouvre, on ne sait plus quoi faire. Donc, je crois que la réponse, elle doit suffire. Aujourd'hui, on se réjouit d'avoir des médecins, et je pense qu'il ne faut pas poser plus de problèmes qu'il n'y en a déjà eu depuis un certain nombre de mois. Je ne les ai pas en tête. Et qu'à un moment, il ne faut pas tout intellectualiser. Il ne s'agit pas d'intellectualiser, il s'agit simplement, en fait, de dire qu'effectivement, on n'est absolument pas contre en fait, la venue des médecins, on n'est absolument pas contre le fait de les aider au travers d'une subvention. La seule chose que nous disons, c'est comment le dossier a été monté pour que nous soyons sûrs que ces médecins rendront bien le service médical utile à notre population. Et vous venez de nous dire qu'il n'y a pas eu en fait d'éléments de contractualisation, et c'est un peu ce que nous regrettons. Il faut savoir que ces médecins, enfin, on le sait, ne vont pas travailler le samedi. Alors, donc, ils vont c'est pas travailler tout à fait lundi. Attends, je termine, Sophie, s'il te plaît. Simplement, ils ne vont pas se déplacer au domicile des gens. Donc, certaines personnes qui sont âgées attendent la visite de médecin. S'ils doivent se déplacer jusqu'au domaine, ce n'est pas tout à fait ça. Ils vont prendre déjà leurs fonctions et ils nous l'ont dit, puisque nous avons posé la question, qu'au fur et à mesure des besoins, bien entendu, ils adapteront leur fonctionnement. Alors, pour l'instant, ils arrivent. Je l'ai rencontré, ce médecin, et il ne va pas travailler le samedi. Au départ, mais c'est ce que je te dis, au départ, ils arrivent avec... Il ne travaillera pas le samedi. Ils sont 3. Eh bien, ils sont 3. Ils sont 3. Et ils ont... Je peux te dire que la question leur a été posée et qu'ils nous ont répondu que sur le long terme, ils verront des besoins et que si vraiment il y avait une nécessité sur le samedi matin, ils verraient s'ils peuvent assurer une permanence. Mais je rappelle qu'ils sont 3. Toi, tu as vu celui qui est un servant, c'est celui que tu as vu. Il y en a 2 autres. Est-ce que je peux me permettre une remarque là, parce que on dit que, afin de faciliter l'installation des médecins, la municipalité entend apporter un support sous forme d'aide à l'installation afin de financer la réalisation d'un cheminement depuis l'avenue du Relais jusqu'à l'éclairage afférent ainsi que les frais de clôture et de portail. Si, je dis si, les travaux avaient été, comme demandé, l'ouverture avait été faite rue Éric Satie et non avenue du Relais, est-ce que le montant des travaux aurait été inférieur? Bien sûr. Ah, bon. Bien sûr. On l'a fait comprendre tout à l'heure, on peut le dire très clairement, Voilà. que les exigences du voisinage ont plus que doublé l'addition. On a en droit de se poser la question pourquoi ils ont choisi cet emplacement-là, qui apprécie. Parce que ce sont des gens normaux. Ils croient qu'on peut travailler partout dans une maison. Comme l'ont fait un certain nombre de médecins qui ont exercé et qui exercent encore au Non, mais domaine. pas dans le domaine. Si, je suis désolé, il n'y a pas longtemps il y a des médecins qui ont exercé ici, en particulier les garniers. Les gardiens ont commencé au domaine. Monsieur Madame Garnier, Commencez au Je domaine. vous invite à réviser votre histoire. Ils ont peut-être commencé au domaine, mais il n'empêche qu'ils étaient bien en plein cœur de village. Non, mais ils ont commencé là-haut, c'est après qu'ils ont migré en bas. Mais au départ, ils étaient là-haut. Moi, les premières consultations, ils étaient je suis locataires allée au début. rue, dans le parc Antoine. Je vous rappelle quand même que vous avez au domaine des gens qui exercent, entre parenthèses, sans avoir déposé les demandes d'autorisation nécessaires, sans que ça n'ait révolté personne, et même pas la SLDS. Et pourquoi ça l'aurait révolté, monsieur le maire? Parce que ça... Vous n'étiez pas au courant? Vous avez certainement été au courant le premier. Non, Sophie, ne rigole pas. Nous n'étions pas au courant que des Dans un médecins quartier s'installent. aussi résidentiel. Il faut savoir qu'un médecin vient s'installer, il achète la maison en SCI. Nous n'avons pas l'objet de cette SCI. Voilà, vous êtes au courant de qui s'installe. Je suis désolé. Ah, comme individu, mais pas comme profession. Et d'autre part, Comme ce sont des individu, médecins pas comme uniques, profession. dans des lieux uniques et qui perturbent quand même le quartier. Et il faut savoir que le problème de la rue Éric Satie, il y a 2 problèmes. Le problème d'un cabinet médical de 3 médecins qui s'implantent, à savoir que ça fait un potentiel de véhicules jour de 70 véhicules, éventuellement, plus le problème du scolaire, voilà, qui est 3 fois par jour.
c'est uniquement, faut quand même pas bannir le collectif de résidents qui se sont mis un petit peu en travers du chemin. Mais ben oui, ils ont fait leur boulot aussi. Oui, mais c'est normal qu'ils sachent ce que leur boulot va coûter à la commune. Faut pas faire ce reproche. Vous savez très bien qu'il y a un cahier des charges dans le domaine. Vous l'avez fait appliquer. Certaines rédactions. Voilà. Donc le domaine a un caractère quand même résidentiel et il n'était pas autorisé à ce qu'il y ait un cabinet médical à plus de 50% d'utilisation de la maison. Que je sache, plus de 50% de la maison va être utilisée pour le cabinet médical. Et je pense que c'est vous, monsieur le maire, qui avez indiqué aux médecins la vente de cette maison, vous me l'avez dit. Oui, tout à fait. Mais je l'aurais pas dit Et celle-là. je pense que si il aurait été quand même plus intelligent d'envisager la modification et l'achat de la poste, et le groupe EPS... Non, mais vous pouvez rigoler. Non, je rigole pas. Ben si, vous souriez. Mais je rigole parce que c'est quelque chose auquel on a pensé. Le groupe EPS, depuis le début, vous dit qu'il fallait voir pour l'achat de la poste et l'installation d'un cabinet médical sur la poste, ça n'a même pas été fait. Voilà. Parce que Et vous ces en aviez la médecins-là ne possibilité. voulaient pas de Et cette solution. Et aujourd'hui, vous Ils ne envisagez voulaient d'acheter pas. la poste. Voilà. Ils ne C'est voulaient tout la pas de cette difficulté. solution, Vincent, c'est les médecins. Mais de toute façon, vous aurez raison. Laisse-moi parler de ça. Je suis tranquille. La poste, je n'admets pas la moindre critique sur la Mais poste. oui, vous n'admettez aucune critique. Si, sur certains Non. points, si. Si, tu verras tout à fait. Sur la poste, je n'admets pas de critique parce que sur la poste, depuis qu'elle a fermé la première fois, on n'a pas arrêté de négocier avec la poste pour d'abord la maintenir ouverte, pour ensuite essayer de la réouvrir et pour ensuite essayer de lui trouver un avenir. Et enfin, pour en négocier le prix à un niveau convenable. Les premières discussions sur ce sujet ayant commencé en novembre 2016 et n'ayant abouti qu'il y a quelques mois. Encore, on n'a pas pris la décision d'acheter, ayant abouti sur un prix. Et quant à la poste, je l'ai déjà dit en commission finance, sa rénovation coûte environ 1500 € minimum du mètre carré et demande environ 1 an et demi à 2 ans de travaux. Pour avoir des médecins en novembre de cette année, ce n'était pas compatible. Indépendamment de ce qu'a dit Sophie tout à l'heure en disant qu'il n'en voulait Ils ne voulaient pas. pas de cette solution. Alors par contre, pour leur orienter vers des maisons, je les ai effectivement orientés vers des maisons. 2 dans le domaine, une, je ne sais plus si c'était au Gravier ou au Point du Jour, enfin une en Pendant. non, attends, et des appartements pendant. Mais il y avait une autre maison qui devait être au Gravier ou au Point du Jour. Oui. Vous avez dit qu'il y avait d'autres médecins installés dans le domaine, mais qui n'avaient pas déclaré leur activité. Non, c'est pas des médecins. Enfin, C'est du paramédical. Profession paramédicale. c'est du paramédical. Mais on a aussi des médecins installés dans des quartiers où... Néanmoins, ils devraient peut-être quand même déclarer leur activité. Ils devraient, oui. Ils devraient. Est-ce que vous ne craignez pas que le cas des 3 médecins, la généraliste, fasse jurisprudence et que tout le monde commence à vous demander des subventions? Et là, ça serait difficile de refuser à partir du moment où vous avez accepté. Effectivement, c'est tout à fait possible. Pour certains. Mais il faut faire la nuance entre les gens qu'on est allé chercher avec du mal, avec beaucoup de mal, et des gens qu'on ne va pas chercher. Des kinés, on en attend qu'on veut. Des ostéopathes, Des ostéopathes aussi, des infirmières aussi. Ah non, mais ça, je sais bien. Donc, non, la réponse, point de vue subvention, c'est non. C'est pas une profession en péril à 100%. Bon, je passe quand même. Monsieur le maire, Oui. je voudrais juste faire une remarque parce que j'ai trouvé que vous m'avez manqué de respect. Excusez-moi. Dans le sens où je ne connais peut-être pas l'historique du domaine, mais je n'ai pas le même âge que vous. C'était simplement la remarque que je voulais faire. Alors, je vous présente des excuses si vous prenez ça pour un manque de respect. C'est d'abord ma remarque s'adressait très généralement à certains de vos voisins qui connaissent mieux que vous l'histoire du domaine. Voilà. Bon, mes excuses, Merci. elles sont justifiées. Alors, qui est contre l'attribution de cette subvention? Qui s'abstient? Dont acte. Alors, maintenant, il s'agit de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc, je vais vous demander de bien la faire apparaître. Donc
au niveau budgétaire, et pour ça, c'est la décision modificative numéro 1 qui s'y colle. La dépense, pour nous, apparaît comme une subvention d'investissement. Vous la voyez figurer dans le tableau, dans la colonne dépenses et au niveau du compte d'investissement. Pour pouvoir la verser, il faut la financer. Donc on la finance par un virement à l'article 21, un virement de la même somme. Ce virement, d'où provient-il? Il provient d'une dépense de fonctionnement, virement vers la section d'investissement, et cette dépense de fonctionnement est financée par une recette liée à des versements d'Enedis sur des travaux du chemin des vignes qui n'avaient pas été comptabilisés puisque méconnus à l'époque. Ça nous permet d'équilibrer le paiement de cette subvention. Avez-vous des questions? C'est de la mécanique budgétaire. Ça n'a pas changé depuis l'autre jour. Alors, quelqu'un s'oppose-t-il à cette décision modificative? Non, c'est pas les questions. Quelqu'un s'abstient-il? Il y a 2 mots qui sont vous ne pourriez pas être tous d'accord, hein, ça peut arriver. Hein. On n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours forcément d'accord. Hein. Bon. La seconde décision modificative a trait précisément à divers aménagements, toujours à propos de l'implantation médicale, c'est la réalisation des parkings. À propos de Montanglo, c'est à la fois l'enrichissement des aménagements et leur étalement dans le temps, et puis la préparation de la réalisation d'une salle multi-activité. Ceci nécessite des dépenses d'investissement supplémentaires de 35 000 € au profit des études, en particulier pour la salle Montanglo, mais aussi pour la salle multi-activité des 4 Saules. Ça nécessite aussi des dépenses d'investissement pour la réalisation des parkings, puisqu'on fait un peu plus de parkings que ce que nous avions imaginé au départ. Et puis il y a une deuxième partie en fonctionnement à cette DM numéro 2 qui n'est pas du tout liée à la première. Alors avant de parler de la deuxième partie, nous avons ainsi 55 000 € de dépenses supplémentaires au niveau du compte d'investissement qui seront financées par l'étalement sur 2017-2018 de la réalisation de Montanglo, c'est-à-dire par un transfert de dépenses de 55 000 € vers 2018. Ça, c'est pour le compte investissement. Pour le compte de fonctionnement, nous recevons progressivement des non-valeurs à digérer. Les non-valeurs, c'est quoi? C'est des factures dues par un certain nombre de personnes, souvent des parents de la restauration de l'animation jeunesse, sur plusieurs années, qui représentent 2 750 € et 41 centimes, qui nous sont versés, que la trésorerie nous demande de verser, c'est-à-dire d'apurer, et pour ce faire, nous allons tirer 2 750 € sur des réductions de titres. Avez-vous des questions sur ces deux parties de l'ADM numéro 2? Apparemment pas. Y a-t-il des objections à son adoption? Y a-t-il des abstentions? Bien. Alors, pour continuer à parler de Montanglo, puisque c'est un sujet qui apparemment intéresse tout le monde ce soir, non, c'est pas Montanglo, là, d'ailleurs. C'est le point suivant. Le point suivant concerne le fonds d'investissement métropolitain. Comme c'est le fonds d'investissement métropolitain qu'on utilise pour Montanglo, mais là, il s'agit
de l'année suivante. Pour 2018, il y a une nouvelle campagne de financement possible au titre du FIM lancée par la métropole, qui sont liées au même sujet qu'avant, c'est-à-dire la rénovation thermique, l'économie d'énergie, la mobilité propre et le développement durable. Nous nous proposons d'envisager de bénéficier ou de demander à bénéficier de ce fonds d'investissement qui, je vous rappelle, représente 50% des dépenses d'investissement pour pouvoir faire évoluer notre mobilité vers de la mobilité électrique à travers le parc de véhicules municipaux ou à travers des bornes de recharge. Un projet a été construit. Jean-Luc, il a été évoqué aux commissions de travaux? Non. Non. Donc il faudra l'évoquer en commission de travaux. L'année prochaine. Un projet a été construit qui représenterait environ 92 000 € d'investissement hors taxe, donc une demande de subvention de 46 000 €, qui serait complétée par un bonus écologique de l'État de 18 000 € sur ce sujet. Comme il nous faut pouvoir élaborer la demande de subvention, nous vous proposons d'approuver cette demande sur les bases de chiffres actuels qui auront à être précisées ensuite au niveau de la réalisation dans leur nature. Avez-vous des questions? Non? Pas de questions? Oui, écoutez, Monsieur le maire, c'est une bonne nouvelle que, effectivement, de constater que la commune s'oriente vers le développement durable. Et je dois dire que j'avais des doutes, puisque quand on voit, par exemple, certains parkings qui sont exclusivement faits en goudron et qu'on aurait pu les faire sur un parterre engazonné, on ne peut que se réjouir de cette approche, de cette conversion vers le développement durable. Cela étant, moi je découvre le sujet et je veux dire que j'étais un petit peu surpris parce que l'année dernière, quasiment il y a un an de cela, nous avions déjà évoqué, puisque vous souhaitiez à l'époque acheter une camionnette diesel, en tout cas elle a changé, nous avions formulé effectivement une idée qui consistait à dire pourquoi ne pas s'orienter vers des énergies moins polluantes. Et je crois qu'il y avait eu plutôt des ricanements que de l'intérêt pour notre proposition. Alors aujourd'hui, on est très content. Cela étant, on a quand même l'impression que ça vient un petit peu de façon parachutée et que la chasse est ouverte en ce qui concerne les subventions. Moi, je dirais plutôt que ça vient d'une façon opportuniste. Oui. Et je crois que le fait de savoir saisir les opportunités est plus une qualité qu'un défaut. Oui. Donc nous saisissons des opportunités. Je dirais dans un deuxième temps, parce que ça je l'ai regardé de près, que les performances des véhicules électriques il y a 2 ans de cela, c'est pas extra, et aujourd'hui entre nous c'est encore pas terrible. Et je ne parle pas de la durabilité des batteries et de leur retraitement. Pour avoir passé quelque temps dans le nucléaire, c'est aussi difficile que de retraiter du plutonium. Bien, enfin, toujours est-il qu'on fait un pas dans ce sens-là, c'est le premier, il y en aura sûrement d'autres, et j'espère dans des conditions plus favorables. Mais c'est vrai qu'il y a de l'opportunisme là-dedans. L'opportunisme, juste permettez-moi, il y a une autre commune sur le territoire qui a saisi une autre opportunité que vous ne citez pas ici. Donc on en revient toujours... Tu veux parler des LED ? Non, une opportunité en mobilité. Nous, du coup, chasse à la subvention, une opportunité pour faire rembourser son électricité. Il y a une autre commune tout proche d'ici qui a eu une autre opportunité pour un véhicule. Attends, là, on n'est pas compris. Ils sont au gaz, et maintenant avec des branchements, ils sont au gaz. Ils ont une opportunité d'avoir un véhicule au gaz. Et nous, alors, on a une opportunité électrique, mais est-ce que c'est la bonne opportunité? C'est une question que je pose. Suite au salon qui avait été fait à Saint-Denis, par Énergie, Périgny avait eu l'attribution d'un véhicule gratuit. Monsieur Urnacher était très content. Alors, du coup, nous, c'est l'opportunité électrique, mais justement, vous la mettez en question. Vaut-il mieux pas prendre le gaz? Ce qui manque au gaz, c'est des stations de remplissage. Les stations, maintenant, c'est bon.
bonne. Ils sont très contents et beaucoup très contents de de branchement pour les véhicules. Aujourd'hui, on va plus vers l'électrique que vers le gaz pour le Monsieur le maire a particulier. dit l'inverse. En sachant que... Non, il a pas dit ça. Non, Il a c'était pas dit compliqué. J'ai dit qu'à l'électricité, il y a quand même des problèmes de durabilité. Donc personnellement, je fais appel à mes vieux souvenirs de formation. Traiter les batteries compte tenu des matériaux qu'on met dedans, c'est pas encore quelque chose de simple. Et pour ce qui est du gaz, il est vrai qu'il y a des opportunités. Il devrait y en avoir davantage, parce que par ailleurs, je suis le représentant au CIVOM, et au CIVOM, il y a un projet d'injection du gaz et de réalisation, mais à Comblaville. S'il faut aller faire le plein à Comblaville, c'est pas forcément. Regardez, c'est pas très loin. Enfin, les gens vont plus vers l'électrique pour l'instant que vers les véhicules au gaz en particulier. Oui, mais vous parlez d'opportunités. Eh ben justement, on en saisit une commune qui est juste à Chacun a saisi côté, les et le même siennes. territoire. Et alors, l'opportunité, Périgny a saisi adroitement, et tant mieux pour eux, l'opportunité de gagner un véhicule à gaz. Le FIM ne porte pas sur les véhicules à gaz, il ne porte que sur les véhicules électriques. En sachant quand même que les véhicules électriques sont quand même relativement, je dirais, restreints par rapport... On ne peut pas imaginer un minibus aujourd'hui fonctionnant à l'électrique. Même à 9 places, aujourd'hui, ça reste que lié à des voitures d'utilisation. Voilà, je roule moi avec un véhicule 100% électrique, donc je sais de quoi il en retourne, et je peux vous dire que, quoi qu'il en soit, c'est certainement l'avenir, mais ça reste encore avec beaucoup de problématiques qui ne sont jamais évoquées, parce que quand on voit les publicités à la télévision, c'est toujours formidable. On a 400 km d'autonomie, sauf que dans la réalité, c'est 300 km. Donc, parce que, bon, c'est des voitures sur charge, etc. Donc, le pratique, il est effectivement pour un usage urbain bien contrôlé, mais il n'est pas facile d'envisager quelque chose de plus long terme, hormis Tesla, qui est un véhicule certainement plus évolué et qui, au niveau du coût, nous engagerait sur des sommes qui sont largement supérieures à celles que l'on peut imaginer aujourd'hui. Voilà. Bon. Qui est favorable à cette inscription au film 2018 ? Qui est défavorable, pardon, oui. Si je fais les choses à l'envers, il n'est pas. Personne n'est défavorable, donc personne ne s'abstient, je suppose. Si. Bon. On ne va pas chercher de subvention, donc. Non, ils s'abstiennent, ils sont pas pour. Je rappelle à tout le monde que je roule avec une voiture électrique et c'est pas pour autant qu'on fait une des bornes de charge pour moi. Hein. Et maintenant, Je préfère anticiper plutôt que des gens peut-être malentendants. Ah, c'est autre. Oui, entendu ça. Si. Philippe, c'est une voiture pour une perso. Voiture perso. Oui, parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il n'y a pas de voiture de fonction, on s'explique. Alors, est-ce que je retrouve les chiffres précédents? Le point suivant concerne le financement des travaux de Montanglo, parce que ce n'est pas le tout d'avoir décidé de signer des marchés, d'avoir récolté un certain nombre de subventions. Il nous reste quand même quelques menus monnaies à mettre dans cette affaire. Donc pour ce faire, nous avons recherché, et ça fait déjà un petit moment puisque ça date d'avant l'été, quelles étaient les bonnes conditions pour emprunter de l'argent. Et il se trouve que, opportunisme encore, nous avons pu bénéficier d'une offre de la Caisse d'épargne, qui est une offre portant sur un prêt de 446 000 €, prêt bonifié du fait qu'il s'agit d'un prêt permettant de financer un projet communal dans le domaine des économies d'énergie. Cette proposition nous permet d'obtenir un prêt de 15 années de 446 250 € à un taux de 0,87%, qui est un taux très favorable, même pour le moment. Ce qui nous permettra de boucler avec la subvention du FIM et avec les autres subventions dont nous disposons sur le sujet, de boucler le règlement de la facture de rénovation de Montanglo. Avez-vous des questions?
juste sur encore je répétais ma remarque, et comme j'avais pas été au courant de ces deux appels d'offres, sur la commission finance, on est tombé d'accord, mais là je réitère encore ma remarque, j'ai même pas été au courant pendant cette commission finance que le 5 et le 12, il y avait eu deux réunions. Voilà, mais, oui, non, mais enfin, c'est... on revient, non mais... On va pas refaire le débat, Eric. Je répète juste... Bien. Pas d'autres questions? Alors, qui s'oppose à ce qu'on souscrive un prêt à 0,87%? Opposition, hein? Opposition. Si tout le monde revote, parce que je vois déjà que ce projet a été approuvé par exemple de la commission finance. Oui, tout à fait. Ah, c'est le frais, là. C'est le C'est prêt. l'emprunt, là. Alors, mais ça n'a pas été approuvé, c'est un avis qu'a donné la commission finance. Vous avez le droit, enfin, de contester l'avis de la commission finance. Ça a été présenté comme les autres. Ah ben, ça a été présenté comme je viens de le présenter. Le mot n'est pas tout à fait approprié. Ah, là-dedans. Non, mais je croyais que ça avait déjà été voté. C'est pour ça que je pose cette question. Approuvé, c'est pas voté. Non, les commissions, de toute façon, ne prennent pas de décision. Oui, c'est ça. Elles portent des avis. Donc, la commission a porté un avis favorable sur le prêt. D'ailleurs, dans le paragraphe du dessus, vous mettez présenté. Ça va être présenté. Oui, tout à fait. Mais il y avait plusieurs options. On a retenu finalement qu'une option. Oui, il y avait une autre option sur 20 ans qui était, je ne me souviens plus, à 1,10 ou quelque chose comme ça. Mais qui faisait payer pratiquement 2 fois plus d'intérêt. Et je l'ai précisé à la commission finance, je le précise ici, avant de relancer le vote, que ceci nous permet de ne pas dépasser fin 2018 un taux d'endettement qui était celui qu'on avait déjà en 2014 et qui est bien inférieur à celui qu'on avait en 2002. Bon, il s'agit de ratio, tout ça. Alors, je repose ma question. Qui s'oppose à la souscription de ce prêt? Qui s'abstient? Donc, acte. Et je crois qu'il vous reste un point. Oui, oui, mais je le cherche. Ah, voilà. Alors là, il s'agit d'achever un processus que nous avons lancé il y a déjà plusieurs années, qui est d'acquérir l'ensemble des parcelles qui s'étendent à l'ouest de la cour du Lavoir. Ces achats étaient prévus dans un premier temps pour réaliser un pôle jeunesse à cet endroit-là et reposaient sur une opportunité, celle d'acheter la forge à un tarif extrêmement avantageux. Il se trouve que nous avons été amenés à acheter ensuite une deuxième maison dans de bonnes conditions et que maintenant nous bouclons les achats de ces parcelles par l'acquisition de deux petites, on appelle ça des maisons, alors deux petites maisons et d'un terrain clos de murs pour finir cette opération qui nous permet de disposer d'un foncier continu entre la zone Gondy et la rue de la Fontaine, d'un seul tenant. Ces deux petites maisons et ce terrain appartiennent à une indivision, l'indivision défaussée. Nous l'avons inscrite au budget pour un prix de 200 000 €. Après négociation, nous avons obtenu un tarif de 155 000 € et je vous propose de m'autoriser à signer l'acte d'acquisition correspondant à cet achat. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, alors en fait, c'est pas une question, mais cela va permettre d'éclairer notre vote. En fait, nous, EPS, nous ne connaissons pas la teneur du projet de requalification que vous avez pour notre village. Et vous nous demandez, en fait, un acte de foi qui consiste à simplement être d'accord pour endetter un petit peu plus la commune sur un projet dont aujourd'hui on ne connaît pas les tenants ni les aboutissants. Et donc cet acte de confiance aveugle, nous ne le ferons pas. Et donc nous voterons contre.
Bon, alors c'est une explication de vote, mais je vais quand même, non pas pour vouloir vous influencer, jusqu'à présent, je n'y suis pas parvenu, même si certains de vos votes tout à l'heure m'ont passablement étonné. Dans ce cas particulier, cette opération n'a pas été conçue pour inventons la métropole. Non. Elle a été conçue pour, d'abord par opportunisme, en achetant la forge pour éviter qu'à la place de la forge ne se réalisent 10 logements. C'est ce qui était prévu dans le premier projet qu'on a vu sur ce sujet-là. Ensuite, effectivement, nous demandant ce qu'on allait en faire, et compte tenu de l'état constaté de ces bâtiments, il nous est apparu que l'ensemble de ce quartier pouvait être requalifié avec une percée entre rue de la Fontaine et Gondy, avec une mise en valeur du lavoir et avec la réalisation d'un pôle jeunesse. C'est pour ça que nous avons entrepris l'achat des autres propriétés. On a acheté la seconde maison, et c'est là où est arrivé le projet d'Inventons la métropole. Et je dirais que sous des influences diverses, nous avons accepté de joindre notre foncier à celui de Val-Office pour pouvoir réaliser quelque chose. Et de ce fait-là, nous sommes allés jusqu'au bout dans la négociation d'achat du foncier. À partir de là, on vous en dira plus à la fin du mois d'octobre, après l'annonce des résultats de la consultation. À partir de là, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que le projet métropolitain se réalise. S'il se réalise, nous avons toujours affiché notre position, elle est claire. Nous sommes prêts à céder ce foncier à l'euro. Si ça ne se réalise pas, on le récupère pour nous. Comme on avait un projet, alors il est possible que la nature du projet soit modifiée, mais il nous revient pour une valeur qui, rapportée au foncier, est une valeur raisonnable. Mais dans tous les cas, tout ceci immobilise, c'est là où je rejoins la remarque, immobilise effectivement les fonds pour un certain temps. On en reparlera tout à l'heure, puisque dans les questions posées, vous demandez où en est le projet Inventons la métropole. Donc pour le moment, je ne vous demanderai que l'autorisation de signer l'achat de ces deux petites maisons et de ce terrain pour 155 000 €. Donc du coup, vous allez répondre à la question de Joël Ansonrad après. Vous nous avez donné des questions écrites, ça figure dedans. Je ne vais pas y répondre en fait, mais enfin je vais vous donner quand même les informations disponibles aujourd'hui. Donc, qui s'oppose à ce que nous achetions ces maisons pour 155 000 €? Je vois pas toutes les mains là. J'ai pas vu toutes les mains, oui, moi non plus, c'est pour ça que je relevé la main. Bon. Qui s'abstient? Personne. Alors on achète. Alors effectivement, nous avons ainsi bouclé l'ordre du jour, si ce n'est qu'effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, EPS nous a envoyé, je le retrouve, voilà, quelques questions écrites qui sont les suivantes. Première question, quels sont les critères qui vous ont amené à l'inversion du sens de circulation de la rue de Lésigny et quel a été le coût global de cette expérimentation? Alors, ce qui nous a amené à revenir à la situation initiale, partiellement, parce que je vous rappelle qu'on a ramené la rue de Lésigny à son sens original de circulation. Par contre, nous n'avons pas ramené la rue de la Cavette à son sens initial de circulation. Ce qui nous a ramené dans ce sens-là, c'est plusieurs remarques, indépendamment des ralantes qui existent dans tous les sens, qu'on retrouve dans un sens comme dans l'autre, qui a montré que le comptage de la circulation traversante au niveau de la Grande Rue, finalement, était le même dans les deux sens. C'est-à-dire que l'habitude s'était prise de reprendre la rue de Lésigny comme court-circuit entre Lésigny et la 19 au lieu d'être un court-circuit entre la 19 et Lésigny. Nous avons remarqué que finalement le nombre de gens qui ne respectaient pas le sens interdit était beaucoup plus faible que ne le prétendait un certain nombre de personnes disant le constater journellement, et il n'était pas très différent, quand même un petit peu plus élevé, de ce qui se produisait avant dans l'autre sens de circulation. C'est aussi le fait que pour
ce sens de circulation intermédiaire, l'expérimentation, il est vrai que la circulation au carrefour était infiniment plus dangereuse qu'auparavant, et ça on ne peut pas le contester, même si nous avions modifié la géométrie de la sortie de la rue de Lésigny, et qu'enfin il fallait modifier d'une façon générale la géométrie de la rue de Lésigny entre le centre hippique et le carrefour avec la rue du Général Leclerc. Donc toutes ces raisons nous ont fait dire, eh bien, on va revenir en arrière. Il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière quand ça apparaît du bon sens. Alors combien ça a coûté? À vrai dire, cette fois-ci, ça a coûté à peu près 1 millier d'euros pour déplacer les panneaux qui avaient été mis auparavant de sens interdit, pour faire les calicots signalant la transformation. Les panneaux ne nous ont rien coûté, hein, on les avait. Oui, mais ils avaient été faits pour l'autre sens. Oui, mais on a utilisé de l'existant. Bon, bref, c'est une expérimentation, si on l'appelle comme ça, qui nous aura coûté au total environ 2000 euros, une première fois pour un sens et une autre fois pour l'autre sens. Il faut quand même signaler aussi que depuis, nous avons travaillé avec GPSEA sur le transfert des voiries et qu'il apparaît que nous devrions voir se réaliser, on avait perdu un petit peu cet espoir, mais voir se réaliser plus rapidement que prévu l'accès double sens de l'avenue du Général Leclerc sur la nationale 19 avec le feu, ce qui permettra enfin de traiter convenablement le problème de circulation dans la commune. Voilà ce que je voulais répondre à cette question. Alors ensuite, nous avons des demandes sur l'obtention et l'affectation des subventions. Nous avions parlé du projet ADAP. ADAP, c'est le projet qui a été réalisé à l'école cet été, où le coût principal était celui d'un ascenseur, et pour lequel nous avions, là en l'occurrence, une dotation d'action parlementaire de M. Schwarzenberg qui nous avait été promise pour un montant de 10 000 euros. Cette demande a été confirmée puisque les travaux sont effectués et la subvention sera versée en fin d'année. Madame, c'est bien sur 3 ans, hein. Rappelons que c'est un. Oui, mais ça, c'est la tranche de l'année. C'est la tranche de l'année dont on parle. Comment 2016, 2018. Oui. La subvention viendra peut-être. Donc, on aura la subvention un peu plus tard. Pour les associations et les subventions décidées au conseil municipal, 13 000 euros pour le conservatoire, plus, non pas 10 000, mais 1 000 euros seulement de projet et 10 400 euros pour Réveillard. Il s'agit de subventions qui seront dorénavant prises en charge par GPSEA au titre du transfert des équipements culturels. Et à ce titre-là, tout à l'heure, on a parlé du vote de la convention que nous avons passée avec eux. C'est à travers elle que se réalisera le versement de ces sommes ou le remboursement à la commune pour celles que nous avons déjà versées. On l'a versé au mois de mars, pour le conservateur. Pour le point suivant, il s'agit du terrain de foot. Le terrain de foot avait été estimé, et toujours estimé d'ailleurs, à 586 456 euros hors taxe. Pour ce faire, nous avions dit que nous demanderions des subventions et que nous nous déciderions en fonction de l'atteinte des 80% de subventions. Aujourd'hui, on a demandé des subventions au conseil régional, au conseil départemental, au Centre national pour le développement du sport, au Fonds de soutien à l'investissement local, au Fonds européen de développement régional et au Fonds d'aide au football amateur. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé d'autre chose. Alors, parmi ces 6 postulants pour nous aider, il y en a un qui nous a déjà dit non, et les autres ne nous ont toujours pas répondu. Affaire à suivre et qui est suivie. Ils ont accusé réception. Il faut le dire quand même. Ouais. Qui a dit non? Pardon, le Fonds européen de développement régional. Alors, la question suivante concerne le projet de réhabilitation du presbytère pour la création d'une école d'art, prévue à venir et au compte de GPSEA. Nous avons commencé à travailler avec GPSEA sur le sujet pour préparer un avant-projet.
vu le travail qui a été effectué, il est possible qu'on puisse sauter une étape et que les plans d'architectes soient faits assez rapidement à partir de maintenant. Donc ceci avance de façon très positive. En précisant que c'est le territoire qui prend en charge tous les Tout frais à même fait. d'études. Absolument. Enfin, dans le cadre du projet Cœur de village de la métropole du Grand Paris, pourriez-vous nous informer sur les 3 solutions retenues en début d'année et comptez-vous associer les habitants ayant avant une éventuelle prise de décision comme vous vous y étiez engagé à le faire il y a quelques mois lors de la réunion publique? Alors, la réponse, c'est que depuis cette période, d'une part, nous avons fait une réunion avec ce groupe de travail pour les informer de façon confidentielle du point de ces travaux. Nous avons eu la satisfaction de réunir une personne qui s'intéressait au projet. Sur les 4-5. Inutile de vous faire de commentaires. Je ne sais pas, je ne pense pas que nous referons de réunions de cette nature. Je pense que puisque la décision sera définitivement arrêtée le 18 octobre, nous passerons à l'étape ultérieure qui est de la réunion publique pure et simple, de façon à associer toute la population qui est concernée en fait par ce projet. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons eu le 26 septembre une réunion à la métropole où nous avons auditionné les candidats, nous avons opéré un classement et après avoir signé une déclaration de confidentialité qui m'amènera à en rester là. Je vous ai quand même donné la date du 18 octobre. 3 candidats en Pardon? Il y a toujours 3 candidats en France. Je vais vous donner un fragment de réponse. Non. Merci. Donc il y a un premier et un deuxième. Pourtant, il avait été dit, excusez-moi, Oui. sur les 7 étaient confidentiels, mais qu'ensuite les 3 seraient présentés à tout le monde pour que tous les habitants puissent se faire une idée sur les 3 projets. C'est resté confidentiel et ça l'est même redevenu. Et pour quelle raison alors? Parce que c'est comme associer les habitants, mais simplement à un projet qui va être structurant. Donc de les informer sur les 3 possibilités. Enfin de 1 à 3. 2 ou 1. C'est donc une ensuite, que les remarque. habitants puissent, sachant que vous êtes le décideur à la fin, mais que les habitants puissent quand même avoir une idée de leur devenir. C'est une remarque pertinente et c'est pour ça que je vous disais qu'après le 18 octobre, les choses ne seront pas forcément verrouillées définitivement et qu'à ce moment-là, on reprendra un mode de travail que moi je considère classique, c'est-à-dire en associant la population. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Si la décision est prise, de toute façon, c'est à la Tout dépend de la nature de la décision. Oui, d'accord, on a compris. Ça passera en conseil municipal, de toute façon. Ah oui, pas tout de suite. Au bout du compte. Là, au bout du compte, oui. Oui, je t'en prie, Bénière profitons. Limon qui m'a demandé de donner lecture, comme elle était absente ce soir, un certain nombre de points sur la métropole et le territoire. Voilà. Donc elle vous prie d'excuser, mais elle est aujourd'hui à Tallinn. Et tout le monde sait que c'est en Estonie, bien sûr. Pour recevoir un prix décerné par l'Union européenne à la métropole pour l'appel à projet, justement. C'est vous dire si ça... Oh là là. Voilà. Ça jette un coup de froid. C'est un projet qui a une dimension Il y a une européenne. dimension beaucoup plus large que notre territoire. Dommage de ne pas plus s'associer. Alors, déjà donc sur le territoire, elle tenait absolument à préciser, pour ceux qui n'auraient pas complètement assimilé la chose, que le droit de préemption urbain voté au Conseil du territoire du 21 juin dernier à l'unanimité, c'est en fonction de la loi NOTRe que ce droit de préemption urbain a été voté et que c'est la loi qui en dispose ainsi et donc que ce n'est pas le fait de territoire. Voilà. C'est le fameux conseil où elle était absente, non, c'est ça? Oui. Ah, ça, non, c'est plus que moi. Et c'est pas tout à fait exact ce qu'elle dit. Alors, je dis ça. Certaines communes l'ont récupéré. Justement, alors je finis. Ah, Parce que, voilà. excuse-moi, il y a un petit paragraphe supplémentaire. Il a été cependant convenu avec le président catalan et les maires des communes du territoire que ce droit serait rétrocédé aux communes
sous la forme de la renonciation du président de GIPSI, GPSEA, à l'exercer, ce qui a été fait le 30 juin 2017 pour Santeny. D'accord. Contrairement à ce qu'on peut parfois lire ou entendre, Sandy a donc bien la main sur son urbanisme. D'autre part, certaines voiries, et monsieur le maire l'a évoqué tout à l'heure, ont été reconnues d'intérêt territorial et transférées au territoire, et seront transférées au territoire à partir du 1er janvier 2018. Ça a été voté lors du conseil du 27 septembre. Je ne sais pas si elle y était ou pas. Absent. Je crois pas. Absent. Et donc les voiries, en elle était encore en jury. En jury, oui. Je crois qu'elle a été pas qu'une fois de toute la vie. Oui. Donc, les voiries qui ont été transférées au territoire sont celles qui vont faire l'objet de travaux dans les 2-3 années à venir, en 2020, non ? Oui. Donc il y a la rue La Fontaine jusqu'à la Placette où il y a le tabac, il y a la rue Général Leclerc et notamment donc, le feu que monsieur le maire expliquait avec le courant à gauche, donc il déborde même un tout petit peu sur la 19 pour l'aménagement des îlots centraux, etc. Et des bas-côtés, parce qu'il faut élargir. Et la rue de Lésigny, le morceau qui va du rond-point de Choigny jusqu'à la limite de Servon avec une reprise des enrobés. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Sur la rue La Fontaine, il y a peut-être une reprise aussi des enrobés, c'est ça. Voilà, elle rappelle juste que l'intérêt territorial était subordonné à 6 critères d'appréciation que sont les liaisons intercommunales et entrées de l'île, les voies de transport en commun, les dessertes centre-ville, ZAC, centres commerciaux, les liaisons au maillage avec les routes départementales et nationales, les dessertes des équipements publics territoriaux et les dessertes des gares, bus, RER, métro. On n'est pas concerné sur ce point-là, bien évidemment. Donc entre 2018 et 2020, peut-être un peu plus, ce sont plus de 1 million d'euros qui seront versés pour ces travaux de voirie par le territoire pour Santeny. Info métropolitaine, le PLF, le projet de loi de finances pour 2018, revient un peu en arrière sur la territorialisation de la CVAE, c'est la taxe pro, une partie de la taxe pro, qui menaçait directement la métropole, c'est-à-dire qu'a priori, au départ, ça ne devait plus être la métropole, et finalement, c'est quand même la métropole qui touchera cette taxe. Ce sont donc 93 millions d'euros qui reviennent dans le budget de la métropole, qui n'auront donc plus la cessation de paiement. L'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris, on vient de le dire, entre dans sa phase décisive. Plus de 200 heures de jury pour classer les offres, dont le lauréat de chacun des 57 sites sera connu le 18 octobre, en présence de plus de 2000 personnes. Et Inventons la métropole du Grand Paris, c'est 6,4 milliards d'euros d'investissement totalement financés sur la métropole. C'est 2,6 millions de mètres carrés de construction à venir, c'est un point de PIB en plus pour la métropole. Alors que ceux qui disent, je cite, ceux qui disent que la métropole ne sert à rien, en fassent autant. Juste un point, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, mais l'abandon de la part de M. Catala, du président du GEPSA, sur la préemption des terrains de Santeny, n'apparaît pas dans le registre administratif du territoire. Voilà pourquoi seul, aujourd'hui, apparaît le transfert du droit de préemption. À partir du moment où nous aurons l'information officielle que M. Catala, président du GEPSA, abandonne le droit de préemption, nous pourrons communiquer dans ce sens. D'accord, je l'ignorais. Alors la façon dont on fonctionne actuellement est très simple. Nous recevons les demandes des DIA, nous nous exprimons sur notre intérêt de préempter ou pas, nous passons à GPSEA qui reprend notre point de vue pour l'afficher. Monsieur le maire, C'est peut-être pas dans le manuel, mais... Le phénomène, c'est que c'est un consensus qui est Oui, fragile. oui. Et dans le futur, ça peut être contre Santeny. Tu crois qu'il y a un futur? Ah, je sais pas. Oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit que là, on crée vraiment de la complexité et que ce type de complexité, il ne peut pas durer parce que l'un ou l'autre, à un moment donné, sera aspiré par celui qui a le plus de puissance. Mais on est vraiment en marche sur la tête, là. On verra dans 6 à 9 mois comment les choses évoluent. Pas particulièrement à GPSEA d'ailleurs. Bien, nous en avons terminé avec les points à l'ordre du jour.
Il nous reste à examiner les comptes rendus des 2 dernières réunions. La plus récente est celle du 21 août 2017. Vous avez reçu les deux puisqu'elles accompagnaient l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur ce compte rendu? Il s'agissait d'une création de poste encore. Il y a beaucoup d'absents à celui du 21 août. Bah oui, il y avait pas mal d'absents. Mais il fallait absolument la réunir pour pouvoir accueillir la personne au 1er septembre, sinon on n'aurait pas pu l'accueillir. Et les finances sans personne, c'était quand même pas très raisonnable. C'est dommage que ça n'ait pas été fait avant ou à un autre moment, en plein mois d'août. Le problème, c'est que la candidature, on a retenu la personne. On a réussi à remplacer Madame Yvet en très peu de temps, en raccourcissant les délais d'arrivée de sa remplaçante. En trouvant quelqu'un, déjà. Oui, mais En je trouvant vous ai déjà quelqu'un, fait ouais. remarquer qu'il n'y avait pas d'adjoint finance, il n'y a pas de président de la commission finance, et on en arrive là. Il n'y a toujours pas de... C'est moi le président. Le vice-président à ce moment-là. Ah, il n'y a pas de Toujours pas de vice-président. vice-président, vous aviez dit en commission finance, je ne l'avais pas vu. Pas de nomination de vice-président. Bon, on en arrive là, à faire les choses au mois d'août. Non, Non, c'est ça n'a pas rien comme à voir. ça, Eric. Rien du tout. T'as pas compris. Oui, mais Ça, c'est un débat administratif. Non, mais s'il y avait eu un adjoint finance, un vice-président de la commission finance, peut-être une anticipation. Mais là, Non, quand l'anticipation ne peut pas arriver puisqu'il faut trouver la bonne personne, Eric. Oui, mais si Et un tant que tu n'as pas adjoint trouvé la aux finances était là, personne, peut-être qu'il aurait pu anticiper. mais Monsieur non, le maire il réunit faut ses trouver la bonne compétences. personne. Là-dessus, c'est Monsieur le maire lui-même qui s'est viré à lui-même l'employé des Bah oui. finances au CIP. Donc je savais pertinemment les départs, les mouvements, etc. Et c'est Madame la directrice qui, conformément à sa mission, s'est chargée du recrutement des personnes et qui, dans cette perspective-là, comme il était nécessaire de créer le poste adapté, puisque celui de Madame Yvet n'était pas adapté, a provoqué ce... Encore une fois, c'est pas un personnel supplémentaire. Bien sûr. Hein. La création de poste, ça ne veut pas Bien dire sûr. personnel Mais il y a supplémentaire. peut-être cause à effet. Il y a peut-être cause à Bon. effet sur Mais le problème. là, c'est juste un recrutement. Je veux dire, on n'a Bien sûr. pas à se positionner sur un Non, non, recrutement. c'était même pas le recrutement, ça c'était la création de Oui, poste. le non, mais recrutement. pour Madame la directrice, c'est juste un recrutement. Pour nous, on n'a pas à intervenir sur un recrutement, si ce n'est à créer un poste. C'est le choix. Éventuellement, Il y a un candidat, il y a des candidats, il y a un choix. Sur les candidatures, il y a un choix qui est Mais fait. c'est pas là-dessus, Il se Sophie. trouve- Oui, mais les délais, Le Eric. meilleur sujet, c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Mais je pense que là, tu ne veux pas comprendre. Il est Non, il est on n'a 11h. pas compris. Bien, pas d'autres questions sur ce compte rendu-là? Il n'y a pas d'adjoint. Quel est le rapport entre un Juin et le Mais c'est recrutement ça. d'une personne. Il n'y en a pas, Eric. C'est pas l'embauche d'une personne, c'est de le faire au mois C'est d'août, pas au l'adjoint moment qui des recrute. vacances. Ce n'est pas Je vois l'adjoint. bien qu'il y a une carence de... Ce n'est pas l'adjoint qui recrute, Eric. Oui, mais l'adjoint, il est adjoint aux finances. Voulez-vous vous centrer sur la question posée? Adoptez-vous ou pas le compte rendu de la séance du 23 août, du 21 août que vous avez lu? Qui ne l'adopte pas? Qui s'abstient? Qui s'abstient alors? Abstention et d'accord. Alors l'autre compte rendu date de la séance du 30 juin qui avait trait à divers sujets sur les tarifs enfance-jeunesse, sur les demandes de subventions et sur les procès-verbaux de transfert à GPSA. Vous avez tous lu le compte rendu. Avez-vous des remarques ou des questions ou des observations? Oui, Alors, moi, monsieur le maire, j'ai une remarque, c'est en page 8, en page 8. et ça a trait à la demande de subvention à l'évaluation d'un terrain de foot synthétique. Oui. Alors, en fin de paragraphe, page 8, il est dit, monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'approuver le plan de financement. Et en page 9, monsieur le maire prend note que le groupe EPS ne donne pas d'explication de leur vote, mais qu'il transparaît à travers leurs propos et que le groupe EPS s'interroge sur l'utilité de l'investissement lui-même. Alors bon, il y a une petite faute, petite erreur de plume, il n'y a pas de « et », hein. Mais là, en fait,
on n'est plus dans un compte-rendu synthétique, on est dans un verbatim, et qui plus est, un verbatim qui traduit votre pensée, qui est une déduction. C'est moi qui ai traduit à ma façon la vôtre, tout à fait. Je le dis d'ailleurs. Oui, oui, mais est-ce que c'est ça, en fait, un compte-rendu synthétique? Je l'ai dit en séance. Franchement, en plus, vous traduisez votre attitude qui n'était pas du tout celle-ci. Il fallait me corriger. Quand je l'ai dit. Oui, bien sûr. Bon, enfin, je veux bien noter alors j'ai une votre deuxième remarque. remarque. J'ai une deuxième remarque du même tonneau. C'est alors c'est quelle page? C'est la page 7, pardon. Sur la page 7, la page 6 et 7, nous disons que le groupe, alors en page 6, le groupe EPS est contre ce projet d'installation en ce lieu précis résidentiel, mais soutient bien entendu favorablement. Alors, favorablement d'installation, c'est l'installation de nouveaux médecins sur son site. C'est en page, excuse-moi, c'est en page combien? 6. C'est la dernière phrase. Ah oui, pardon. Oui. Bon, là aussi, il y a une petite faute de plume. Hein, mais donc, nous disons bien que nous sommes contre le projet d'installation dans le domaine. Et donc, en page 7, vous dites Monsieur le maire indique qu'il sera noté dans le compte-rendu que le groupe EPS est contre l'affectation de la subvention parce qu'ils ne veulent pas d'un cabinet médical dans le domaine. Voilà, parce qu'ils, bon là c'est un peu hasardeux comme approche, puisque c'est le groupe EPS, donc c'est parce qu'il ne veut pas d'un cabinet médical dans le domaine, mais là aussi je trouve que c'est bigrement interprétatif. C'est abrégé, dirons-nous. C'est très abrégé. Ça a été repris aujourd'hui et détaillé. Non, mais je trouve que franchement, c'est essayer de donner une image du groupe d'opposition EPS qui ne me paraît pas prendre la bonne direction et le bon chemin. Vous qui écriviez dans votre éditorial du mois de juillet qu'il ne fallait pas que la fièvre monte. Moi je sens que la fièvre va monter. Oh, il y a longtemps qu'elle a monté, Joël. Il était temps que les médecins arrivent. Bon, comme on en parlait cette fois-ci dans le compte-rendu, on va le rédiger différemment dans le compte-rendu cette fois-ci. Vous étiez con. Le cabinet médical n'avait pas sa place dans un domaine résidentiel comme, oui. Comme le domaine. Ah, moi j'habite pas le domaine. Non mais pas vous, comme le domaine. C'est exactement les propos que vous avez tenus tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Oui, c'est la même chose. Hein. Oui, mais quel est Je suis l'intérêt? obligée de vous faire remarquer que vous ne voulez pas l'écrire, mais vous voulez bien le dire. Non, mais on l'a bien écrit, on a bien dit qu'on était contre l'installation, mais on ne voit pas l'intérêt de surajouter en fait à notre position la position du maire qui dit bah oui effectivement ils sont contre. Oui, ça nous paraît superfétatoire. Je suis fatigué là. Désolé. Bon, hormis ces remarques, y a-t-il d'autres observations? Alors je vous propose de procéder à l'adoption. Qui s'oppose à l'adoption de ce compte-rendu? Alors 6 oppositions. Qui s'abstient? C'est donc adopté. Et avant de conclure, vous ne vous sauvez pas parce qu'il y a beaucoup de choses à signer. Monsieur le maire, ça vaut pour tout le monde. Une petite information, je rappelle que s'ouvre vendredi prochain le 19e salon des métiers d'art à Marolles et j'espère qu'on sera nombreux et participer. C'est vendredi, samedi et dimanche prochain. Et moi j'en profite pour vous dire, parce que si pour GPSEA, si pour la métropole c'est confidentiel, ça ne l'est pas pour Lidl, que la commission départementale d'aménagement commercial du Val-de-Marne s'est prononcée favorablement à l'implantation du projet Lidl sur la commune. Monsieur le maire, vous ne trouvez pas inquiétant l'implantation du nombre de grandes surfaces sur la R19? Si, tout à fait. Surtout que c'est pas fini. Enfin, c'est le déplacement du Lidl. Hein. Non, pour nous, c'est pas ça qui m'inquiète, ça m'inquiète pas. C'est un plus simple. Le reste, oui. Ça devient très inquiétant et je pense qu'il peut y avoir une catastrophe. Parce que vous prenez le Leclerc à la Queue-en-Brie, c'est pas loin du... Mais effectivement, c'est une nouvelle politique maintenant. Sans faire cette fois de l'archéologie, j'avais participé à la réunion de la CDAC qui s'est prononcée sur ces implantations et je m'étais abstenu. Je n'avais pas voté contre, mais je m'étais abstenu justement sur cette remarque-là
c'était l'époque où on commençait à connaître les difficultés de Leclerc, et finalement, c'était quand même passé. Monsieur Stabile a été plus généreux avec nous puisqu'il a voté favorablement, lui, à notre... Le vote a été fait à l'unanimité. Ouais. Il y a des membres présents, des associations de consommateurs, etc. Mais c'est vrai que la présence de vente surface commerciale est démentielle. Bien, ben merci. Il est... À la signature. Ah oui, non, là où il y a les possibles. j'ai dit les 23h, la séance est close.